Séverine, je suis trop content parce que... Donc ça y est, ça tourne, hein. On peut plus trop dire de bêtises, hein. Enfin si, mais... on a commencé comme d'hab à faire l'épisode à chaque fois dans la cuisine à boire le café. Je savais déjà ton parcours présent, mais tu m'as rapidement expliqué ton parcours passé. Je préviens que l'épisode va être incroyable parce que tu vas nous apprendre plein de trucs. Donc à celles et ceux qui bossent dans l'hôtellerie, la restauration, mais restez parce qu'à mon avis l'épisode va être plein d'enseignements. Je suis ravi de t'avoir. Avant qu'on démarre, est-ce que je peux te laisser te présenter et après on commence la discussion? Donc, je suis Séverine Perrier, passionnée en fait d'hôtellerie-restauration et de l'art de recevoir sur la région et le territoire métropolitain De Bordeaux. de Bordeaux. Eh oui, parce qu'on a donc, tu me dis tout à l'heure, mais est-ce que tu vois beaucoup de clients dans l'agence? En fait, non, parce que nous, on a des clients, j'exagère quand je dis ça, mais partout sauf à Bordeaux. Donc, on bosse dans la France entière, donc on a quand on fait nos webinaires, etc., on a des petits coucous de la Réunion, etc. Donc là, tu peux être en direct partout. Tu me racontais ton parcours, donc tu me disais, alors attends, je vais pas dire de bêtises sur les années, mais tu me disais Château Pellatour, tu as commencé donc il y a 2003. 2003, donc 2003, ouais, ouais. C'est pas tout jeune. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça fait de l'expérience. Je suis pas toute jeune. Exact, exact. Ouais, mais pleine d'expérience. Ah, n'est-ce pas? Mais oui, non, mais on va pas demander l'âge, ça se fait pas. Mais donc tu me dis, donc tu as eu un parcours incroyable. Tu me dis, tu as commencé par que. En plus, donc, alors les non-bordelais connaîtront peut-être pas, mais nous, c'est que des institutions. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne étape par étape avant de parler peut-être du club hôtelier, etc. On aura largement le temps d'en parler, mais tu as commencé ta carrière de Château Pellatour, qui est aujourd'hui quand même un bel endroit pour les Bordelais, mais quand Tout toi à t'es fait. arrivé, pas du tout. Ah, bien, il y avait tout à faire. Tu peux me raconter comment tu as commencé ce métier, comment la passion est née, et comment tu as commencé en partant de zéro, quoi. Ben, c'est ça. C'est une passion qui est née et qui s'est révélée petit à petit. Déjà, je suis amoureuse et passionnée en fait par mon territoire, en fait, par ma région. J'ai toujours eu à cœur de la valoriser, d'en assurer la promotion. Au départ, effectivement, l'évidence en fait se tournait autour de la promotion du vin, qui était pour moi en fait un produit noble dans la région et à faire valoir, à faire découvrir. Toi, tu viens du vin à la base. Ton parcours initial, c'était l'hôtellerie ou non, c'était... Alors même pas. En fait, la genèse de la genèse, j'avais une maman en fait qui travaillait pour le syndicat viticole de l'Entre-deux-Mers. Ok, oui, Et donc, c'était ok. voilà et je l'ai vue en fait travailler avec passion en fait au quotidien pour assurer la promotion en fait de ce syndicat et de cette appellation. Et puis je faisais partie de ces petites mains, voilà, quand elle organisait des dégustations, des événements, et j'étais toujours là avec elle pour justement Pour boire un verre ou l'aider pour aider? pour aider, pour préparer. Et j'adorais ça, en fait. J'adorais accueillir les gens, j'adorais leur servir les verres, les recevoir. Et je pense que petit à petit, ça a nourri en moi, en fait, voilà, cet Là, amour t'avais pour quel la âge là création. quand tu racontes ça? J'avais une dizaine d'années, en Ouais, fait. donc c'est quasiment passion d'enfance, quoi. C'est Un ça. truc, ok. Et donc, j'ai toujours aimé, voilà, accueillir, créer du lien, partager, échanger. Et, euh, et effectivement, c'est une époque aussi où Bordeaux a vécu de grands moments, en fait, avec de gros événements. C'était à l'époque de Vinexpo, qui avait lieu tous les 2 ans. Donc, en fait, c'était une institution. Et étant effectivement un Plus peu dans ce maintenant? milieu, ben, aujourd'hui, Vinexpo s'est exporté. Donc, on l'a plus sur la région, malheureusement. Ah, mais t'as raison, nous, Mais dans oui, mon ancienne agence, on avait bossé. Ah, mais mais oui, oui. oh, le temps Et remonte. oui, le temps passe. Mais c'est vrai que donc du coup, j'ai toujours baigné en fait dans ce monde de voilà, de l'art de recevoir, d'échanger, de valoriser son Qui était très territoire naturel en et plus. qui était Tu as vu très ta mère faire naturel. ça C'est ça, et... exactement. Donc je me suis dit voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler à la promotion en fait de mon territoire, à la promotion en fait du patrimoine de ma région et donc ben, le vin. Donc je suis partie en fait 1 an en Irlande parce que je me dis c'est un petit peu mieux de parler anglais quand même si tu veux travailler pour assurer la promotion en fait de ton territoire. Je suis rentrée, je me dis ben, maintenant ça serait bien effectivement d'en savoir et de savoir parler du vin d'un point de vue Tu parles technique. anglais, mais il fallait parler le vin, quoi. Mm. Exactement. Faut cocher des cases. Donc je cherchais à faire une licence
de commercialisation vins spiritueux. Et puis je travaillais, voilà, à mon retour d'Irlande, je faisais des petits boulots. Et puis on m'a proposé en fait de faire des extras pour accueillir justement à l'occasion de Vinexto sur le château Pays de la Tour en fait des clients lituaniens, je m'en rappelle. J'ai dit ben, pourquoi pas, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Et lorsqu'on m'a reçu pour l'entretien d'empoche, on m'a parlé effectivement de ce lieu-là exceptionnel. Donc je découvre le château Pays de la Tour, donc cette propriété qui avait été achetée par les vins et vignobles d'Ourthe, qui avait pour objectif, eux, d'acheter des propriétés dans chacune des appellations en fait, de la région, avait été intéressés par ce lieu-là parce qu'il y avait... que le vin en plus, voilà, pas que du le vin. tout le réceptif. Voilà, ils ont acheté cette propriété à l'époque parce qu'il y avait 200 hectares d'un seul tenant de vin en appellation Bordeaux supérieur. Donc c'était assez exceptionnel. Et il s'avère qu'il y avait en fait un hôtel-restaurant parce que c'était un ancien hôtel-restaurant en fait sur place à Béchec et Caillou, à Salbeuf en fait, plus précisément. Et donc, eux, c'est pas du tout leur métier. C'est pas du tout leur métier. Donc, ils se disent, bon, cette activité, en fait, VGT, ils s'en servaient ponctuellement pour accueillir leurs clients de temps en temps, faire quelques séminaires, en fait, internes. Et moi, en fait, de suite, j'ai vu le potentiel qu'il y avait. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire. Surtout qu'à l'époque, entre guillemets, t'étais même pas embauché pour ça. C'est toi qui t'es dit, oh, il y a quelque chose à faire. Okay. Donc, je suis revenue à la charge, en fait, en proposant une alternance pour faire cette licence de commercialisation vin spiritueux, avec derrière l'idée de développer une activité réceptive et touristique. Tu parles de quelle année, là, en plus ? Là, on est en 2003. Parce que œnotourisme en 2003... Enfin, là, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est démocratisé, pas à l'époque, quoi. C'est ça. Ok, donc comment ils te disent quoi ? Ils te disent go ou tu dis, mais tu es folle ? Ils me disent, waouh, c'est une bonne idée, allez, go, on y va. Une alternance, ça mange pas trop de pain à l'époque, c'est voilà. Et puis, on commence à travailler, à développer effectivement sur site l'accueil donc des séminaires internes en se disant, mais en fait, finalement, on a une pépite ici pour faire des séjours d'immersion pour nos agents qui viennent et nos clients qui viennent de l'étranger, plutôt que le loger dans d'autres hôtels à Bordeaux. Enfin, logeons-les au milieu de notre propre vignoble. Et là, pendant leur séjour, voilà, on peut présenter le groupe, enfin, on peut faire des dégustations. Enfin, on les a au cœur du terroir, au cœur de notre vignoble et chez nous, d'autant plus. Donc ça, c'est le premier challenge. Donc vraiment structuré pour pouvoir accueillir correctement en fait les clients et les commerciaux et les séminaires internes au groupe. Malheureusement, ça ne couvrait pas en fait toute l'année en fait. Donc il fallait compléter. Donc là, on se dit mais on a quelque chose à faire. Donc on a un gros espace, une capacité d'accueil en fait et réceptive relativement importante. Et puis il faut qu'on crée en fait une offre réceptive. Donc, on a créé, avec ma binôme de l'époque, une offre réceptive. Mais à l'époque, en fait, j'avais fait des plaquettes pour après aller démarcher sur du papier que j'avais collé, en fait. Non, mais c'était un truc hyper archaïque. On a tous fait ça. Moi, sur du papier, en fait, A4, plié en deux, avec le recto verso collé. Enfin, c'était incroyable. Mais le pire, c'est que ça marchait. Mais oui, et je partais avec ma petite mallette, faire la tournée des popotes, et puis présenter mon lieu, démarcher. T'allais voir qui ? Comment Toute ma zone primaire, parce que de tout temps, je me suis toujours dit, il faut d'abord se faire connaître de ses propres voisins avant d'aller chercher des clients loin. C'est malin ça. Et en plus, ce que tu dis, c'est tellement encore mais en fait, c'est du bon sens, en fait, finalement. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur ça, donc sur ce démarchage. On a créé une identité, on a créé une offre, et puis après, il fallait fidéliser. Donc, comment, en fait, tu fidélises ? Parce que oui, tu vends une fois que tu as transformé ton devis, qu'il est signé. Souvent, en fait, c'est une assistante, mais c'est pas forcément... L'assistante, c'est pas forcément elle qui va venir pour le séminaire. Donc, il faut créer du lien avec ces gens qui vont venir en réunion parce qu'ils arrivent, grosso modo, à 8h, ils repartent à 18h. Tu assures toutes les prestations de service, mais après, ils repartent. Donc là, tu n'as pas pu les capter, mais ce qui va faire, en fait, qu'ils vont revenir... c'est de créer du lien. Donc, je me dis, il y a quelque chose à faire. On a encore sur place les atouts. On a un chai. Et ce chai, il était à 800 mètres à pied. Donc, en fait, je proposais en fait deux choses à mes clients.
un pour collecter leurs adresses, toujours en fait un petit tirage au sort avec un magnum de vin à gagner. Mais oui, parce que toi, t'avais peut-être l'adresse mail du dirigeant, de la direction. Exactement. Mais pas... Bien vu. Et ensuite, je leur proposais gratuitement une visite déchets faite par moi-même. Et on y allait à pied. Donc comme ça leur permettait de prendre l'air, de se dégourdir les jambes. Et moi, pendant tout le petit chemin, en fait, de m'intéresser à eux, de savoir en fait ce qu'ils faisaient, à quelle fréquence ils se réunissaient, et puis tout simplement de créer un lien. On finissait en fait, on faisait une visite déchets. Donc c'était génial de pouvoir transmettre quelque chose, de leur expliquer comment on fabrique du vin de façon complète, avec un discours, un dialogue complètement en fait accessible. Parce que c'est important, en fait, que les gens... Parce qu'ils pas pour ça, en plus. Donc, oui, mais comment on passe du raisin, en fait, à la bouteille, en fait. Beaucoup ne le savent pas. Mais non, mais t'as raison. Donc, de façon très simple, en fait, je leur expliquais toute la fabrication du vin. On finissait autour d'une petite dégustation de vin. On revenait, en fait, au château tranquillement à pied. On avait créé du lien. Et aujourd'hui, un peu plus de 20 ans après, il y a des clients, en fait, avec lesquels je suis toujours en contact. Génial. Et donc, tu as réussi à les fidéliser comme ça, tu en avais qui revenaient plusieurs fois dans l'année? Mais complètement. Et même, je dirais même mieux encore, je suis restée donc 9 ans au Château Pays-la-Tour et certains m'ont suivi dans chacune de mes maisons. Mais là, c'est là où tu sais que tu as créé quelque chose. Hein. Ouais, et c'est ça, le lien. Incroyable. Donc là, tu développes ça? Oui. Ça devient rentable à ce moment-là ou pas encore? Si, on a quand même une rentabilité sur la partie événementielle. Voilà. Okay. Et la partie hébergement? Alors là, on le fait en fait sur façon ponctuelle. Après, c'était pas effectivement l'objectif premier en fait du groupe, effectivement la rentabilité. C'était effectivement faire en sorte qu'on fidélise, développer la notoriété en fait de l'établissement, et puis qu'on arrive au moins à l'équilibre, c'est-à-dire en fait à pouvoir en fait payer nos charges. C'est quand même costaud, hein, des charges d'un bâtiment comme ça, donc c'est pas anodin ce que tu as fait. Hein. C'est ça. Et justement, ce qui était quand même intéressant, c'est que j'avais pas en fait du personnel fixe. En fait, comme j'étais sur de l'événementiel, on était vraiment au quotidien, on était une toute petite équipe, une micro-équipe. On était 3-4. Et après, on construisait et on étoffait l'équipe en fonction du cahier des charges des événements. Voilà. Et c'est toi qui étais encore là-bas quand ça se transformait en restaurant? Non. Non, je n'étais plus là-bas. J'étais partie, en fait, après 9 ans à peu près. 9 ans, c'est un beau cycle. Oui, c'est vraiment... c'est une très, très belle expérience. Mais effectivement, au bout de 9 ans, j'avais envie de voir autre chose. Comme j'avais effectivement... tout appris, tout créé en fait sur site. En fait, je m'étais fait ma propre expérience sur le terrain en fait, de façon un petit peu autodidacte. J'avais envie de me challenger, de me pousser dans mes retranchements et de me dire, mais en fait, voilà, j'ai fait tout cela avec beaucoup de bon sens, ça marche. Mais comment ça se passe en fait dans une entreprise un petit peu plus, selon moi, plus structurée? Ou voilà, plus professionnel, alors qu'on était très professionnel, mais c'était mon ressenti. Et puis tu étais partie de zéro, c'était toi qui avais construit. Exactement. Okay. Et donc je regardais un petit peu les annonces passer. Et puis je vois une annonce passer en fait pour le Saint-James à Bouliac. Ah oui, c'est vrai que alors le Saint-James, pour ceux qui ne connaissent ouais, pas, c'est une institution. C'est une institution. À Bordeaux, enfin dans la couronne bordelaise, c'est incroyable. Complètement. Ça fait partie de mes plus belles expériences. Ouais, j'avoue. Alors attends, alors raconte. Donc tu vois, alors là, quelle époque? Là, on est en 2011. Et on s'est peut-être croisés. T'es resté combien de temps? Je suis restée quasiment 6 ans. Parce que moi, à l'époque, ça remonte. Hein, j'avais un blog et je m'étais fait inviter. Je m'étais fait inviter par Marie à l'époque. Complètement. Marie, la directrice. Oui, la Marie Gorgel, tout à fait. Donc c'était une journée un peu pour les blogueurs pour présenter tous les produits Moom. Ouais. Et on avait mangé du cave, c'était incroyable. Incroyable. Donc j'avais été invité, comme tous les ans, j'allais au Saint-James, invité comme ça. Donc alors ok, donc tu vois l'annonce du Saint-James? Je vois l'annonce du Saint-James passer, je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps, un peu effrayée, je me dis waouh, c'est le Saint-James quoi. Ouais. Je me dis la marche est haute. Restaurant étoilé pour... C'est ça. Donc c'était Michel Portos
à l'époque. Ah oui, moi j'ai connu après. Voilà, 2 étoiles Michelin. Il n'y avait plus le Bistroy. À cette époque-là, il y avait le Café d'Espérance, les côté court, donc l'école de cuisine. Ouais. Et puis le restaurant étoilé, la partie aussi séminaire. Ma mentor de l'école, du Château Pays-la-Tour, me dit, mais allez-y Séverine, il faut tester, allez-y. C'est important de tester votre employabilité, envoyez votre CV. Je dis, vous êtes sûre et tout? Elle me dit, oui, faites, c'est important. Et puis donc là, Marie Bourgel m'appelle en me disant, bonjour Séverine Perrier, j'ai reçu votre CV, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Donc j'y vais. Et puis moi j'étais en poste, donc j'avais rien à perdre. Oui, tu l'as fait pour tester, pas pour y aller à la base. Voilà. Quoi. Et puis je me suis dit, puis je suis curieuse en même temps. Je me dis donc ça sera toujours intéressant en tous les cas d'échanger, de partager, voir comment il fonctionne, ce que j'ai pu faire jusque-là, et puis voilà, d'avoir des points d'accroche. Donc j'y vais. Et c'est vrai que je crois beaucoup en fait aux rencontres. Et tout mon parcours a été effectivement de rencontres. Je rencontre Marie, égale elle-même, très pro, très simple, très accessible en même temps. Et puis on commence à échanger. Elle me parle effectivement de cette structure familiale en fait, puisque c'est Monsieur Bourgel, son papa, qui avait racheté à Amat à l'époque. Et donc moi je lui parle de mon parcours de Pays-la-Tour, et puis je crois qu'on était complètement alignés sur les valeurs, sur la vision du management, sur la vision du développement de l'entreprise. Et puis 8 jours après, elle m'appelle pour me proposer le poste de responsable commercial, puisque à l'époque c'était assez important en fait finalement. On était à un tournant aussi, à une pleine mutation de la commercialisation et de la distribution en fait de l'hôtellerie. C'est-à-dire que donc le Saint-James c'est un relais château, et à cette époque-là les relais châteaux étaient vraiment des établissements qui se commercialisaient par recommandation et qui étaient référencés dans des guides, dans le fameux annuaire, le guide des relais châteaux. Et il n'y avait pas de commercialisation à proprement dite. Oui, là, c'est pas l'époque des OTA, Booking venait d'arriver. Et là, justement, là, on est à une époque où Internet arrive, où Booking débarque, Booking et Expedia. Donc, en fait, on se fait bousculer. Il faut changer en fait nos modes de fonctionnement et de commercialisation et de distribution, et on ne peut plus se contenter d'un guide. Et donc c'est pour ça que là, vu ce que j'avais pu faire en fait au Château Pays-la-Tour, Marie me propose effectivement de venir l'accompagner pour développer la commercialisation du Saint-James. Auprès du B2C du coup, du groupe vraiment. Alors B2B, parce que c'était ma force, et puis aussi B2C. Donc on avait deux challenges à la fois développés auprès du B2B, c'est-à-dire désacraliser, justement, apporter une visibilité et une lisibilité, puisque pour beaucoup de Bordelais, pour la plupart, le Saint-James effectivement avait ce côté un peu inaccessible. Mais même, je trouve, même dans leur géographie. Voilà. Donc, on est sur les balcons de Bordeaux. Exactement, tu es en haut de Bordeaux, Bouliac, tu te dis c'est vraiment le... C'est le balcon de Bordeaux. D'ailleurs, j'avais été en fait taper aux portes de la mairie, des personnes, quand je suis arrivée en fait assez connue et reconnue en fait dans le village pour en savoir un petit peu plus en fait sur le Saint-James, sur son histoire. Et justement, c'est eux qui à l'époque m'ont dit le Saint-James, on l'appelait en fait le balcon de Bordeaux, parce qu'autrefois en fait le dimanche, les gens venaient en fait au Saint-James parce qu'il y avait des marronniers en fait qui apportaient un petit peu d'air, parce qu'on n'allait pas sur le bassin à cette époque-là. Et on venait en fait sur le Saint-James en fait profiter en fait de justement la température un peu ventilée et de la vue qu'il y avait sur Bordeaux. C'est vrai que la vue est incroyable. Elle est assez incroyable. Donc j'arrive. Et donc de là, je vois une répétition où tu as refait ton cercle primaire, où tu as pris ta valise, t'es allé demander. C'est ça, avec mon petit bâton de pèlerin. Ou pareil, avec mes petites plaquettes qu'on a créées. Donc, à la fois, on a créé effectivement toute la
la visibilité en fait sur les réseaux sociaux. On a créé en fait une page Facebook à l'époque qui n'existait pas. Oui, maintenant Facebook est désuète, mais à l'époque, voilà. On a tous passé par là. Et puis effectivement, développer auprès de la clientèle B2C l'offre que l'on avait en fait pour pouvoir se réunir. Et puis aussi, venir déjeuner le Saint-James, notamment le midi, avec une offre relativement accessible que personne ne connaissait. Et ça permettait aussi de pouvoir avoir une première approche pour après revenir sur des moments, voilà. J'allais t'en parler, tu vois. Moi, j'ai connu le Saint-James comme ça, donc à une époque où j'étais plus jeune et pas les moyens de te payer un étoilé, je m'étais fait inviter. Et Marie me disait ça, le midi, tu viens. À 45 €. La formule était à 45 €. J'avais 50 dans la tête, mais, voilà. Mais alors, bon. Sur la fin, c'était peut-être 50, hein, oui. Les produits ont évolué. Oui, maintenant c'est peut-être encore plus. Alors 50 €, ça reste cher, entre guillemets, mais pour un étoilé, exactement. Mais c'est rien du tout. Tu dis, tu peux t'offrir un moment d'exception pour... c'est quand même, tu vois... Mais ça permet de découvrir la cuisine. Et c'est vrai que souvent, enfin, on va souvent dans les étoilés en fait le soir, mais c'est vrai que souvent le midi, il y a des formules qui sont très accessibles, enfin plus accessibles, qui permettent effectivement d'être initié à cette cuisine en fait gastronomique avec un service qui va avec, et puis de pouvoir se projeter sur d'autres moments. Et puis il y a un lieu. L'architecte qui a fait ça, c'est par... Le bâtiment hôtelier, c'est... On ne connaît que lui. Hein. Jean... Non, Jean... Non. Jean Nouvel. Jean Nouvel. Donc tu vois, rien... Oui, merci. J'allais dire à Inès, cherche-nous le... mais tu vois, rien que ça, tu dis, c'est architecte ultra... Enfin, le lieu est magnifique. C'était sûr. Mais c'était chouette. Et du coup, je suis arrivée à la transition où effectivement Michel Portos allait partir et Nicolas Magie en fait arrivait. Donc j'ai vraiment fait la transition en fait entre les deux chefs. Et puis on a travaillé après avec Anthony Torkington qui était le directeur. On a travaillé ensemble justement sur la refonte de l'identité en fait du Saint-James. Et comment tu fais? Parce que tu vas voir un peu autour de toi, récupérer l'histoire, tu as les bookings, etc. Par exemple, le fameux menu à 50 €, 45. Comment tu fais pour le faire connaître? C'est dur quand même tu t'y prends comment? Les réseaux, Internet? Comment tu fais? Avec beaucoup d'audace. Avec beaucoup d'audace, en fait, j'allais taper à la porte en fait de toutes les entreprises, en fait, véritables commerciales. En fait, j'avais fait mes petites plaquettes, bon sens, mes petites plaquettes. J'allais, je présentais, je les amenais, je les faisais venir en fait. Je les faisais venir en fait sur place, parce que le tout en fait, ce challenge en fait, et j'ai toujours en fait travaillé sur des établissements avec, ce sont à chaque fois des diamants bruts, qui nécessitent effectivement qu'on leur redonne de la brillance, à les faire connaître et à en sortir effectivement tout leur potentiel. Mais à chaque fois, ça a été des lieux qui n'étaient pas forcément accessibles. C'est-à-dire qui n'étaient pas forcément... qui étaient en dehors, en fait, de Bordeaux. Donc, une fois qu'on y va, c'est le waouh. Mais par contre, il faut y aller. Donc, pour qu'ils puissent venir, faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, il faut les prendre par la main, il faut les faire venir. Et une fois qu'ils sont là, la magie opère. Et après, ce sont les équipes. Voilà. Et moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est créer ce lien. Faire découvrir, redonner de la brillance à un lieu, et puis après aux équipes. C'est malin ce que tu dis, ce que tu vois. J'aime bien aussi ce type d'épisode parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais on parle d'un temps qui n'existe plus. Mais non, justement. Mais oui, parce que tu vois, à l'ère du tout digital, on se dit, bah non, je vais pas aller prendre ma valisette et puis ma plaquette et parler aux entreprises pour vendre mon resto. Mais évidemment que si. C'est hyper malin en fait, t'es dans le concret total. Et puis, parce qu'en plus, dans ces moments-là, encore une fois, tu vas t'intéresser à la personne, tu vas la saluer, elle se sent considérée, tu vas lui éveiller, tu fais un peu de teasing, tu vas lui éveiller la curiosité et lui donner envie de venir. Comment tu fais pour ça? T'as une petite astuce? Non, je crois que c'est le feeling total. Ouais, et puis je crois que c'est quelque chose que je crois que j'ai en moi. En fait. Non, mais tu vois, je pense vraiment que ce qu'on fait enfant nous suit adulte. Tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais où t'étais là quand ta mère faisait t'as regardé faire en fait, t'as reproduit. Oui, je crois que c'est ça en fait. J'ai pas vraiment de recette miracle. Je crois que c'est vraiment quelque chose que et sans prétention aucune que j'ai en moi et puis après qui se travaille aussi avec le temps aussi. Et puis à force d'en faire 100 000, 10 000, tu sais exactement comment faire. Et puis et puis j'ai toujours eu en fait par contre à cœur d'entretenir par contre les liens. Ouais, ça.
Et ça, c'est super important. De prendre le temps aussi, de s'intéresser aux gens, de leur demander des nouvelles, voilà, d'être présent dans certains moments aussi. Enfin, Comment tu faisais ça, au-delà du feeling parce que, alors, effectivement, quand on dit j'allais voir des entreprises pour faire connaître mon resto, le Saint-James, c'est une institution, c'est aussi tu peux accueillir du séminaire, c'est pas le resto du coin où ah non, oui, tu peux bien sûr. pas, 1000 couverts, tu peux pas aller voir les entreprises. Tu avais le produit qui était fait pour ça. Oui. T'as des petites astuces comme ça pour te dire, tiens, il faut que mes vrais clients, mes vrais gros clients, que je les appelle une fois par trimestre, une fois par an. T'as des petites manies comme ça? Ah, Ou mais tu bien vas au sûr. feeling? Oui, quand même. Voilà, il faut quand même une organisation, quand même une méthodologie, une stratégie aussi. Tu peux nous la partager, ça, un peu pour devenir une Séverine de bon sens, quoi, qu'on puisse Bah, tu copier fais ton fichier client, en fait. Et tu te Tu notes, crées. ouais, Ah, ben oui. et tu te dis, tiens, lui, comment tu as un petit CRM Oui, c'est ça. Homemade, un CRM homemade, mais effectivement qui me suit, que je viens alimenter, et puis régulièrement, et aussi à différents moments de la vie, on dit toujours, enfin les vœux, enfin il y a plein de petits moments où en fait, faut pas les matraquer les gens, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, tout le monde est assailli en fait de mailing, de mails, de spam, enfin etc. Donc faut pas être trop lourd non plus, mais voilà, c'est toujours se rappeler, enfin il y a quelque chose, je me dis de toute manière, pour que les gens pensent à toi, c'est comme un clou en fait. Il faut marteler, marteler, marteler. C'est-à-dire, voilà, se rappeler à leurs bons souvenirs pour qu'à un moment donné, ils disent ah mais tiens, on a besoin de se réunir, on cherche un bon endroit pour aller déjeuner ou dîner. Mais tiens, on appelle Saint James. Et en fait, ce qui se fait après naturellement, c'est qu'en fait, en face d'un lieu, les gens mettent une personne. Et en fait, ils t'appellent pour venir sur ton lieu. Oui. Tu sais, nous, on l'a un peu avec l'agence aussi, ou mine de rien. Alors, c'est marrant parce que il y a un parallèle dans ce que tu fais et ce que je fais. Sauf que moi, je fais des webinaires, des podcasts pour qu'on se rappelle à moi, mais des fois, le bon sens, c'est juste appeler un coup de fil et c'est presque plus simple, tu vois. On oublie, à l'ère du tout digital, que, tu vois, le bon sens humain est presque plus simple et plus efficace que tous les appareils qu'on est en train de mettre en place autour, quoi. Et puis, il faut oser. Faut oser, effectivement... ben voilà, de temps en temps, passer un petit coup de fil sans trop se poser de questions, en fait. Simplement, je pense à cette personne, mais je lui passe un coup de fil pour reprendre des nouvelles, en fait. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et donc là, le Saint James, donc tu restes combien de temps? Je reste quasiment presque 5 ans au Saint James. Et tu as vu la trajectoire Ben oui, petit à petit, effectivement, on a redonné de la brillance au lieu, à ces prestations, on a fait redécouvrir. Après, c'est un travail d'équipe, attention, je ne suis pas toute seule à faire cela. J'ai travaillé avec toutes ces équipes et puis on s'est vraiment amusé à organiser ces événements, à faire aussi, pendant cette période-là, ça a été les premières périodes aussi où au-delà en fait du potentiel en fait des lieux, il y a le potentiel des équipes. Ah, raconte-moi ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore, en plus de découvrir, c'est ce que je te disais, le potentiel des lieux, c'est aller détecter en fait chez les personnes un potentiel caché, souvent sous-estimé, et leur en faire prendre conscience pour qu'elles puissent se révéler en fait. Et là, tu sors des choses magnifiques en fait. Et tu crées de la cohésion, tu fédères. Et voilà. Et souvent, en fait, ça passe par beaucoup de considération des gens aussi. Encore une fois, s'intéresser aux gens, à ce qu'ils font dans leur quotidien. Et tu te rends compte que si tu apportes cette considération, si tu impliques en fait les gens, si tu leur donnes la parole, les gens se sentent en fait investis, impliqués, considérés. Et puis là, tu peux les amener très très loin. Tu avais une équipe de combien pour faire ça? Enfin, tu animais une équipe de combien de personnes? J'avais de la partie HK, donc j'avais une personne, puisqu'après le reste c'était en sous-traitant, on était sous-traité, donc c'était externalisé, pardon. Donc sur la partie hébergement, plus la réception et le commercial, donc ça faisait 5-6 personnes. Donc ça, ok. Ouais, donc c'est ok. Et le comment dire? Comment parce que, alors c'était peut-être différent avant, tu vas me dire.
pour la petite histoire, je suis allé au Saint James il n'y a pas très longtemps. C'était notre Madeleine de Proust de mariage. Là. Et j'y suis allé avant que les travaux reprennent. Commence. Et le chef d'hôtel, je crois, je me trompe peut-être dans les postes, me dit bah là, pendant 1 an ou 2, on va pas avoir de boulot. Et pour qu'on garde l'équipe, on est transféré dans d'autres maisons pour qu'on retrouve notre job. Tu dis, mais attends, mais c'est quand même une équipe puissante. Ou même pendant des travaux où tout le monde pourrait être au chômage, on garde le lien, chacun est transféré, mais on garde le lien. Oui. Par exemple, tu me dis, j'ai connu 2 chefs. On c'est très dépendant d'un chef aussi, une maison étoilée. Est-ce que tu sens comment dire, quand quelques piliers s'en vont, quand c'est remplacé, tu sens qu'il y a des mouvances où ça fait un peu trembler la maison, ou il y a un truc plus fort que ça? Ah, ça peut, effectivement. On gère de l'humain, hein. Donc, tout est fragile. Tout est fragile dans l'humain. Et c'est vrai que, voilà, pour arriver à garder le lien, les équipes, voilà, c'est un travail de tous les jours. Et Yann, au Saint James, le fait très bien. Justement, pour garder l'implication de ses équipes, il les a nourris. Enfin, là, voilà, depuis, ça fait un petit moment que c'est fermé, mais il les a nourris pour voilà, qu'ils restent mobilisés, qu'ils puissent se former, qu'ils gardent, en fait, justement, cet engagement et ce côté, en fait, appartenance à un lieu. Parce que c'est ce qu'on essaie aussi de transmettre, que les collaborateurs s'approprient le lieu, que le lieu devienne le leur, en fait. Il y a de ça quand même, et pour ça, avoir vécu l'expérience. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est très important. Et par contre, ce que m'a appris aussi le Saint James, et là, c'est effectivement de rentrer dans un établissement qui est étoilé, c'est l'exigence et c'est le soin du détail, qui va aussi bien dans le management, la gestion d'un établissement, la gestion des équipes, la gestion en fait de l'art de recevoir. Enfin voilà, ça m'a apporté une brique supplémentaire en fait dans mon parcours. Et tu vois, le cliché qu'on a de ça, c'est très exigeant, mais exigeant dans le dur. C'est vrai ça, ou d'une autre façon? Comment? Alors, de toute manière, il y a de l'exigence. Donc oui, c'est vrai que l'exigence, enfin, voilà, quand à un moment donné, on a une quête vers l'excellence, il y a un gage de sérieux, de travail pour atteindre ces objectifs. On ne va pas se mentir. On n'arrive pas, en fait, à l'excellence par hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut le travailler. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, les choses ont évolué. D'antan, effectivement, l'excellence, le management était construit sur un autre mode de management. Un petit peu plus dur. T'as connu ça, toi? T'as connu cette période-là? J'en ai connu quelques-uns. J'en ai connu quelques-uns, mais j'étais déjà dans ce tournant générationnel où, voilà, on commençait justement à travailler un peu plus, voilà, dans un état d'esprit, en fait, d'humain, de respect, de partage aussi, et d'implication, en fait, en donnant la parole à tous. Et on arrive à la même exigence avec ce nouveau mode de fonctionnement, ou c'est plus dur? Je pense qu'on y arrive. On y arrive tout autant. Même peut-être encore mieux, parce que... Même encore mieux, parce que... il y a quand même, par le passé, voilà, des gens qui ont été quand même fragilisés, voilà, par ces modes de fonctionnement. Et tu vois, est-ce qu'il y a un lien, je fais peut-être un lien qui n'existe pas, hein, tu vois, j'ai testé Rocha, tu sais, au Bouscat, un meilleur ouvrier de France. Je le vois. Qui était l'ancien chef du Corday-en-Bâche. Exactement. Et donc il vient en salle, on discute et tout. Donc lui il me dit, moi je veux un menu accessible. C'est pas du tout, enfin c'est très beau, très belle cuisine, mais pas. J'ai dit, attends, vous êtes combien en cuisine? Il me dit, on est 2. Puis je dis, en salle, il est tout seul. Il me dit, ouais. Il me dit, on trouve plus personne. Est-ce qu'il y a un lien avec ces nouvelles formes de management? Est-ce que c'est un métier en déshérence? Tu vois, comment tu le vois, toi, qui es de l'intérieur, en fait, c'est vrai que oui, le monde du travail, en fait, est en pleine mutation. Je pense que nous, on focalise parce qu'on travaille dans l'hôtellerie-restauration, alors on voit que le bout de notre propre lorgnette, mais en oui, fait. Mais faut exagérer fois 1000, voilà, parce que tu le vois tous les jours. Mais je pense, en fait, voilà, pour m'intéresser à d'autres secteurs d'activité, je pense qu'effectivement, on le retrouve partout. Le monde du travail, effectivement, est en plein bouleversement, en pleine mutation. Il faut le prendre en compte. Je pense que le Covid a accéléré
cela. C'était déjà, je pense, en Tu mouvement. penses? Ça a accéléré. Ouais. Je pense que ça a accéléré. C'est pas que la cause. C'est-à-dire que voilà, il y avait déjà en fait cette prise de conscience. À aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles générations ont, et même nous aussi, ont envie effectivement aussi de pouvoir profiter du fruit en fait du travail en fait quotidien, en se faisant un petit peu plaisir aussi. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps de cet équilibre, bon, suivant à hauteur effectivement de ce que l'on fait, bon, l'équilibre il est plus ou moins équilibré, on va dire, mais effectivement, voilà, chacun a aussi envie de profiter de ses enfants s'il en a, ou de ses loisirs, donc il faut travailler avec tout ça, il faut s'adapter, voilà. Et comment vous faites dans le secteur, parce que c'est rigolo, pareil, on a discuté avec le chef hier. T'as jamais eu autant de monde au resto et en bar, et en même temps, plus personne ne veut y travailler, parce que justement, tout le monde profite quand tu travailles, quand les autres profitent. Mais disons que, en fait, alors, pour essayer effectivement d'attirer des collaborateurs, des employés, effectivement, il faut mettre en avant des petits packages confort. Dire, voilà, vous allez... marrant, je sais pas, je viens de le sortir. Garde-le, c'est un bon concept. C'est marrant, ça. Des petits packages confort en disant, voilà, nous, aujourd'hui, voilà qui on est. Je pense que tout le monde a besoin quand même de savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise, qui sont de vraies valeurs. Voilà, pas des valeurs galvaudées et qui deviennent en fait un peu un argument marketing. C'est marrant, tu vois, par exemple, les nouvelles recrues et tout, moi, je leur dis jamais les valeurs. Je veux qu'ils le voient. Parce que je me dis toujours, dès que tu dis un truc, c'est un peu fake. Toi, chez nous, on est bienveillant. Mais si tu le dis, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Vois, je commence à avoir un peu de mal avec ce terme de la bienveillance, où je trouve qu'il devient très galvaudé et ça devient vraiment un argument marketing. Et puis, c'est presque une insulte, en fait, à ceux qui le pratiquent vraiment, dans leur management. Tu n'as absolument pas besoin d'en parler. Exactement. Donc, je pense que, voilà, c'est important, en fait, qu'ils ressentent, en fait, ces valeurs-là, parce qu'ils ont besoin de sincérité. Ils ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin de se projeter. C'est-à-dire, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et comme pour tout le monde a besoin de s'organiser. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils veuillent travailler moins, mais par contre, ils veulent être en mesure de pouvoir s'organiser en se disant, voilà, moi, je veux pouvoir programmer à un moment donné un week-end. Je veux pouvoir être à cette soirée-là. Je veux pouvoir projeter des vacances. Donc, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, où on avait avant des plannings très changeants, effectivement, on est en train de travailler sur des plannings plus fixes qui permettent effectivement d'avoir une visibilité pour pouvoir se projeter sur une organisation personnelle, par exemple. Il y a aussi qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus volatiles. Donc, là où en fait, même nous en tant que managers, il faut se dire, en fait, non, c'est pas vrai. Ils ne resteront plus avec moi en fait toute la vie. Aujourd'hui, effectivement, si on peut les avoir en fait pendant 1 an avec nous dans l'entreprise, c'est génial. Donc là, effectivement, voilà, on va se projeter sur des périodes plus courtes. Et moi, je me dis, en fait, le peu de temps où la personne, elle va être là, avec moi, faut que je puisse faire en sorte que ça se passe super bien et qu'il ait une super expérience professionnelle. Donc, il faut qu'on arrive à les former plus vite, leur donner des clés. 1 an, c'est peu, il faut que tu... C'est ça. Et puis que l'employé soit effectivement intégré, formé, pour pouvoir en fait s'investir, se sentir à l'aise plus rapidement et du coup en fait travailler. Et question bête, est-ce que tu vois, je reviens à l'histoire du Saint-James où tu as une belle maison historique. Elle est historique parce que tu as des gens qui sont restés longtemps et qui peuvent transmettre. Mais si petit à petit tes gens restent de moins longtemps et qu'au bout d'1 an l'histoire se perd, tu vois une différence là-dessus entre guillemets faut se réinventer. Faut se réinventer tout le temps. De toute manière, les attentes de consommateurs aussi changent et évoluent, on le voit. En fait, pourquoi il y a tout le temps plein de concepts ? Parce que les gens se lassent vite aussi. Donc, il faut travailler en fait à essayer de se réinventer, mais par contre sans changer en fait notre standard qualité. C'est-à-dire se dire voilà où je pose en fait mon niveau d'exigence et de qualité, l'expérience que je veux envoyer à mon client, tout en faisant en sorte que pour qu'il revienne, il faut qu'il arrive à trouver
En fait, toujours en fait quelque chose qui est à chaque fois différent. Mais c'est schizophrène quand il pense. Ouais, j'avoue que des fois, mais dans l'hôtellerie-restauration, même des fois, on se dit on est un peu fou. Quoi. Ouais. C'est un métier un peu schizophrène. Mais oui, j'écoutais un podcast, tu vois, du PDG d'Accor, Bazin, David Bazin, qui disait, en fait, avant, ton mercure et qu'il soit le même à Bordeaux, à Nantes et tout, les gens s'en foutaient parce que tu voyais pas vraiment les chambres. Mais il me dit, avec Instagram, les réseaux, maintenant, les gens voient l'expérience. Donc, ça permet d'ouvrir un marché plus grand, mais tu es obligé de changer ton expérience. Puisque du coup, comme les gens la voient avant d'y accéder, ils n'ont pas envie de revivre la même que le voisin et pas la même qu'ils ont vécu un an avant. Donc, en fait, c'est pour ça que tous les boutiques hôtels, tous les restos au concept un peu innovant changent tous les ans, tous les 2-3 ans. Parce que tu as un marché qui est beaucoup plus dans l'attente d'un truc peu innovant. Quoi. Il faut se renouveler, mais je pense que voilà. Mais par contre, il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on vise. Voilà, faut pas perdre de vue le standard en fait de qualité en fait et l'expérience qu'on veut proposer. Pour qu'il y ait quand même une constance à ce niveau-là, tout en apportant une expérience qui va se renouveler. Et comment, donc, du coup, j'aime bien ce que tu dis. Comment tu fais, donc, par exemple, peu importe la maison dans laquelle tu travailles, mais comment tu fais ça? Donc, tu dois assurer un service minimum. Confort de l'hôtel ou de la restauration. Sur quoi tu joues? Sur un peu d'événements, un plat qui change, une chambre? Comment tu arrives à changer sans modifier le standard? Il faut tout optimiser déjà. Enfin, c'est vrai. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi, à un moment donné, dans cette... flexibilité, c'est vraiment de l'agilité. Puisque à chaque fois, effectivement, tu as quand même derrière, en fait, ton bottom line. Donc, oui, qui tu peux t'amuser, mais à la fin... voilà, il te faut quand même un équilibre, voire dégager un peu d'argent, en fait, c'est possible. C'est même mieux, c'est même pas mal, oui. Hein, c'est même mieux. Donc, à un moment donné, c'est aussi proposer des prestations avec les ressources que tu as. Là où parfois, en fait, on s'est un peu perdu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te disais, je veux tout offrir, mais à un moment donné, tu posais ton offre, et après, tu étoffais les ressources en fonction de l'offre que tu proposais. Et donc, à un moment donné, tu déséquilibres, tu as trop peut-être de ressources, tu as trop de charges fixes et variables, en fait, pour pouvoir assumer, en fait, les prestations que tu proposes, et que tu crées un déséquilibre in fine. Alors que si effectivement tu te dis, voilà ce qu'il me faut, j'ai ces ressources-là, il faut que j'apporte une prestation en fait à ma clientèle qui va lui permettre de vivre une expérience. Sans ajouter de ressources. Sans ajouter trop de ressources, ou alors qu'elles soient à un moment donné sur certains événements plus variables. Mais au moins, en fait, tu as ta base, tu as ton noyau dur, et après tu construis. Parce que sinon, en fait, c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Tu vas créer, en fait, une multitude d'offres. Et donc, du coup, pour assurer ces offres, il va te falloir énormément de ressources. Mais en fait, in fine, tu dépenses, mais tu n'as pas de rentabilité. Et tu cours, en fait, après tout, et puis tu te perds. Purée, tu sais, ce que tu me dis, c'est exactement ça pour mon métier. Hein. Donc, nous, agence de com, on est 25. On doit avoir une dizaine de métiers différents. Mais du coup, on court à ça. Parce on développe un pôle branding, mais du coup, il faut du business pour le branding. Mais après, on a un pôle traffic management où il faut des gens pour faire de la pub, mais du coup, il faut des projets pub. Donc, du coup, en fait, c'est vrai que tu as raison. On développe des offres, mais nous, la ressource humaine, c'est en agence, c'est le principal poste de dépense / investissement. Mais du coup, une fois que tu as commencé à créer ton pôle et ton offre, il en faut toujours de plus en plus parce qu'il faut bien maintenir à flot. Voilà. Mais il ne faut pas dire non plus qu'il ne faut rien faire. Parce que comme tu dis, il faut quand même être visible. Il faut se renouveler. Il faut être innovant au jour d'aujourd'hui pour être plus compétitif, pour satisfaire en fait ses clients. Aujourd'hui, comme tu dis, les clients, ils comparent de partout parce qu'ils ont la possibilité de tout comparer. Et puis, ils ne se gênent pas effectivement pour te mettre un peu tout le couteau de la gorge et puis te faire du chantage. Clairement, et d'autant plus dans la conjoncture dans laquelle on est. Donc, c'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter, jusqu'où je suis prêt à accepter, pour pas, en fait, remettre en question ma qualité de prestation, tout en offrant la meilleure des expériences possibles, et en même temps, en fait, être rentable. C'est pas évident, hein.
Ouais, c'est un peu un travail d'équilibriste. Hein. Ah ouais. Et on en parlait tout à l'heure, en fait, tu fais un métier de centimier, quoi, d'épicier. Ah mais c'est C'est-à-dire ça, que... c'est de l'épicerie en Ouais. fait. Et surtout, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, le fil conducteur en fait de mon expérience, parce qu'on s'est arrêté au Saint-Jean, mais après t'as... Attends, on va en parler, vas-y, tu peux même tirer le fil avec une autre expérience. C'est... Oui, effectivement, c'est du travail d'épicerie en fait. Tu dois tout compter, surtout dans l'hôtellerie indépendante, puisque moi c'est un peu mon fil conducteur. Et j'ai souvent travaillé sur des établissements de petite capacité. J'ai démarré sur le Pays de la Tour, on avait 30 chambres, mais on était plus sur l'événementiel. Donc là, je calibrais en fonction de mon cahier des charges pour trouver mon seuil de rentabilité. Sur le Saint-James, on avait très peu de chambres. Ouais, on avait 19 chambres. Donc c'était quand même une toute petite structure. Et effectivement, avec un restaurant gastronomique et un bistrot, donc souvent, en fait, tu as l'hébergement qui va essayer d'asseoir en fait la rentabilité en fait de la partie restaurant, donc c'est pas évident, faut le travailler. Oui, d'ailleurs, tiens, c'est l'hébergement qui est plus rentable que le resto. Ouais. C'est quoi les niveaux? Peut-être sans dévoiler vraiment le Saint-James, mais une rentabilité moyenne entre un resto et un hébergement et un hôtel, par exemple? Disons que les charges, elles sont pas les mêmes en fait. Oui. Parce que sur l'hébergement, en fait, c'est sur la charge qui est fixe en fait. Que sur la restauration, tu as beaucoup de variables en fait. Tu as toute la partie denrées, tu as toute la partie, effectivement, tu as le personnel, etc. Tu en as beaucoup plus. Donc, les marges sont beaucoup plus étroites. Les marges sont plus étroites. Tu as de la perte. Même sur une maison étoilée avec peu de tables, tu as beaucoup de pertes. Enfin, beaucoup. Voilà, après, bon, moi j'en suis partie il y a un petit moment de ça, mais effectivement, c'est pour ça qu'en fait, souvent, en fait, les établissements avec des restaurants gastronomiques ont souvent besoin en fait d'avoir un aide d'hébergement à côté pour compenser pour asseoir. Ok, c'est malin. Et effectivement, tout ça, c'est un travail au niveau de la gestion, alors pure et dure, d'établissement. C'est vraiment un travail d'épicerie sur ces petites maisons. Tu dois tout compter, en fait. Et on ne se rend pas compte, mais tu vois, ne serait-ce que les produits que tu mets à côté, le linge. J'ai un copain là, dans mon club entrepreneur qui est blanchisseure. Ah non, mais la blanchisserie, en fait, c'est énorme. C'est le plus gros poste, en fait, dans notre métier. Et je pensais pas, mais oui, ça coûte. Enfin, ça coûte. En même temps, il faut bien le faire, mais c'est un poste de dépense énorme. Et incompressible, en fait, parce qu'on est obligé de faire avec. Ouais. Tu vois, nous, mais c'est pour ça que maintenant, en fait, il y a des hôtels, enfin des restaurants qui ont sorti le nappage, qui revoient, en fait, la serviette. Donc, c'est toujours ça, en fait. C'est trouver cet équilibre à un moment donné où comment optimiser tes charges fixes et variables sans remettre en question la qualité de la prestation de service, tout en offrant une expérience superbe aux clients. Mais tu cherches à un moment donné à optimiser tout ça parce que, on y revient, c'est vraiment de l'agilité en permanence en fait. Et pourtant, j'ai l'impression que les prix augmentent, mais en même temps, les charges aussi. Où est-ce que part l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que les bénéfices sont pas plus énormes qu'avant. Ah mais non, donc, mais contrairement à ce que tout le monde pense, en fait, c'est très compliqué. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, dans tout ce qui est les fluides, les énergies, tout ce qui est effectivement coût matières premières. Donc, tout ça, en fait, on le voit tous, ça a énormément augmenté. Tu as, en fonction, tu as le foncier, les loyers aussi, qui n'ont pas été revus à la baisse. Tu as les charges, en fait, salariales. Et puis, il ne faut pas se mentir. Là où avant, effectivement, personne comptait ses heures. Ouais, donc tu gagnais là-dessus, quoi. Il y a des coupures parce qu'effectivement, on ne comptait pas nos heures. Donc, tu ne comptais pas les heures. En fait, tu ne les ramenais pas au coût de ton assiette. Au jour d'aujourd'hui, et à juste titre, les gens, ils travaillent leurs 8 heures. Donc, là où, en fait, quelqu'un faisait peut-être 15 à un moment donné, et c'était qu'une personne payée à 8 heures, il en faisait peut-être 12 ou 15, aujourd'hui, tu as 2 personnes. Eh ouais. Donc tu penses que... Et donc tout ça, en fait, grignote les marges, et puis l'offre se densifie. Il n'y a jamais aussi autant de restaurants à Bordeaux. Si on parle de Bordeaux, on pourrait en parler avec Franck Chaumès. Effectivement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est sinistré, en fait. La restauration, c'est compliqué. Restauration et hôtellerie ? Alors, la restauration, c'est très compliqué. L'hôtellerie, c'est pas simple non plus. Au jour d'aujourd'hui, quand même, on commence à avoir une offre hôtelière qui est en tension. On a beaucoup d'hôtels qui souffrent.
On a un peu plus de clients, mais pas suffisamment pour beaucoup pouvoir plus nourrir. d'offres, pas beaucoup Voilà, plus de pas clients. suffisamment pour nourrir tout le monde. Donc ça engendre derrière une compétition tarifaire, parce que les clients jouent ça. Donc il faut faire là aussi attention à pas trop dégrader le prix. Le prix moyen et puis la place aussi hôtelière. Donc c'est un travail de vigilance qu'on fait notamment avec le Club des hôteliers. Alors ça m'intéresse. Enfin, tout m'intéresse, mais il faut que je te parle de Rabat et de Sico. Mais on a le temps. Je sais pas combien de temps ça fait. 50 minutes, on a le temps. On est large. On est large. Mais je suis une passionnée, mais alors faut m'arrêter. Non, puis c'est tellement plein d'apprentissage que j'ai envie de te poser 8000 questions. Dans l'esprit que j'en ai, on dit qu'on est dans une société de loisirs, que c'est presque, tu vois, j'avais fait une conférence avec Jérôme Fourquet, qui est tué, et qui racontait que justement, alors, à 40, on avait posé les mêmes questions à 40 ans d'écart pour les gens, au même type de personnes. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi est-ce que c'est très important ou pas important, la famille, le travail, les enfants, mais il y avait quelques sujets comme ça. Tous les sujets étaient en régression, tous, sur le niveau d'importance que je mets dans les sujets. Donc la famille, je considère que c'est moins important, tout sauf les loisirs. Et c'est marrant, tu voyais la courbe, elle était hallucinante. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait une offre de loisirs qui soit en pleine expansion, les activités, l'hôtellerie, la restauration, sauf que pleine expansion, mais pas quand même beaucoup plus de gens qui consomment. Donc là, toi, en tant que directrice d'un établissement, tu n'as que deux choix. Soit tu nivelles par le prix, soit tu nivelles par la marque. Mais même quand tu nivelles par une jolie marque, ou d'un moment, pouvoir d'achat qui se... Enfin, il y a quand même un plafond de verre. Mais comment vous faites? En plus, toi, tu représentes maintenant une association d'une centaine d'hôteliers. Comment vous faites tous? Comment le secteur est en ce moment? C'est le secteur, en ce moment, c'est préoccupant. On est un petit peu inquiet, mais on est une corporation pleine de résilience, comme on dit. C'est vrai, mais donc effectivement, comme tu disais, c'est faire attention. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'établissements sont commercialisés, où en fait la politique tarifaire se fait depuis Paris au niveau du yield. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment une politique tarifaire qui pratique l'offre et la demande. Donc le yield, pour expliquer... Oui, en fait, c'est un ajustement tarifaire en fonction de l'offre et la demande. En fait, ça a été mis en place souvent dans les compagnies aériennes et ça s'est appliqué à l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'en fonction de l'offre et la demande, on va ajuster en fait son tarif. Donc à 2 jours près, tu peux avoir payé ta chambre 140 et moi 110, quoi. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc nous, ce que l'on fait justement par rapport au club hôtelier, par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux pas avoir d'entente tarifaire, hein, c'est interdit, formellement interdit par la loi. Donc il faut être... c'est une pratique à laquelle il ne faut pas s'étendre. Donc en revanche... C'est dommage. Bon. Non, mais là, ça peut coûter gros. Mais il y avait des gros comme ça, pas sur les hôteliers, mais je sais plus, des grandes surfaces, où je sais, il y avait une histoire comme ça. C'est interdit, c'est interdit. En revanche, nous, on a un devoir, en tant qu'association, c'est un devoir de sensibilisation. Donc, on a rédigé une charte en collaboration donc, avec aussi l'Office de tourisme, une charte d'engagement, c'est-à-dire en fait pour sensibiliser nos confrères et consoeurs hôteliers au fait effectivement d'appliquer en fait une politique tarifaire et un yield responsable. Parce que moi j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà, mais disons qu'à un moment donné, il faut faire attention. Parce qu'on va s'adapter, on va adapter effectivement nos tarifs en fonction, comme je disais, des événements qu'ils peuvent avoir. Mais il faut faire attention en fait que l'on reste cohérent quand même avec son produit et avec la destination. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop niveler vers le bas, parce que sinon Bordeaux, on va effectivement trop niveler sur le bas, en fait. On va dégrader le marché, et c'est pas bon. Et si tu tires toujours trop le bas à un moment donné, au niveau des hôtels économiques, enfin, ils vont se retrouver à offrir leur chambre. Eh ouais. Si tout le monde, en fait, nivelle vers le bas. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, tu respectes que le 3 étoiles va rejoindre l'économique, quoi. Ouais. Exactement. Et à l'inverse aussi, quand tu as des gros événements,
quand tu vas Pas trop effectivement... faire le malin. Voilà. Faut pas non plus faire du dumping. Et ça, pour exemple, on l'a vu en fait au niveau des JO ou même sur des grosses compétitions en fait de rugby, hein, quand il y a eu la Coupe du Monde. C'est qu'à un moment donné, il y a des hôteliers sur d'autres destinations et c'est ce qui nous a sensibilisés, interpellés et qui nous a en fait incité à rédiger en fait cette charte. C'est que à un moment donné, c'est super, tu vas faire un one shot. Tu vas avoir vendu ta chambre, en fait, 3 fois le prix. 3 fois le prix, voire 4 fois le prix. C'est génial, hein, tu la vends une fois, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand le client, en fait, il vient, il n'aura pas du coup, il va être déçu, parce qu'il n'aura pas du tout la prestation à hauteur du tarif, en fait, qu'il a pris, enfin, qu'il a acheté. Mais plus encore, en fait, il va rien en penser sur le territoire. Donc, en fait, tu ne fais pas travailler, en fait, l'économie locale, puisqu'en fait, il aura tout mis dans la chambre. Il va même pas prendre le petit-déj. Il va prendre le café en fait qu'il a sur la machine à café dans sa chambre et le petit gâteau d'accueil qu'on lui a proposé. Il n'ira pas au restaurant, il ramène pas de souvenirs. Et puis en plus, il aura une mauvaise image de la destination. Donc, il va en parler chez lui quand il va revenir. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu viens de saboter ta destination. C'est-à-dire que le gars, il est venu. Oui, sur une fois, en fait, tu auras gagné beaucoup d'argent. Mais par contre, il ne reviendra plus. Et toi, pendant ce temps-là, en fait, tes corpos, en fait, que tu as l'année, en fait, tu les prends pas au détriment de ces clients one-shot. Tu vas perdre des affaires. Donc voilà. Donc, dans cet esprit-là, on a rédigé cette charte de sensibilisation qu'on a co-signée, en fait, avec l'Office de tourisme pour effectivement dire attention. Il est évident, en fait, on est un métier, on est un commerce. Donc, c'est logique, en fait, qu'on adapte nos tarifs en fonction de l'offre et de la demande. Mais dans vos pratiques, faites attention à ce que la marge appliquée, la culbute faite entre le tarif normal, en fait, moyen à l'année, et le tarif que vous allez mettre en place par rapport à ces événements ou ces périodes creuses, ne vous desservent pas à long terme et ne desservent pas la destination. Mais ça, c'est évident. Et la limite, presque le problème que vous avez aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est de pas niveler trop vers le bas. Ouais. Et là, comment tu t'en sors? Tu vois, c'est vraiment... Mais j'imagine que tu as dû avoir ces problèmes. Même ça doit presque pas te faire dormir la nuit. Tu te dis, mais j'ai un foncier qui est énorme. Des charges fixes et tout. Mon hôtel se remplit moins. Mais si tu baisses trop ton prix, tu le remonteras jamais. Alors comment déjà, tu fais? d'une part, c'est très compliqué en fait à remonter. Eh ouais. Et d'autre part, faut faire attention parce que tu vas aller grignoter en fait sur d'autres marchés. Tu vas aller capter une clientèle qui n'est pas forcément ta clientèle. Qui va avoir des exigences en fait qui ne vont pas correspondre en fait au tarif en fait que la personne a payé. Et puis en plus qui ne consommera pas sur place et qui ne couvrira pas non plus tes charges. Donc à un moment donné, baisser un peu oui, mais il faut quand même baisser ton tarif dans une moindre mesure pour qu'à un moment donné, tu ne vendes pas à perdre ton produit aussi et que tu puisses aussi conserver ton expérience client et que tu puisses quand même être toujours respectable par rapport en fait au positionnement d'établissement et de services que tu proposes. Ça doit pas être évident. Hein. Ah non, mais c'est pas évident. Je te confirme que c'est pas évident. Tu vois, ça me fait... Tu vois, on a monté une marque de maisons de vacances, on en a 2, les iconiques. Et donc la dernière maison à Royan, on l'a fini trop tard. Donc on a loupé la saison. Puis là, saison à Royan, c'est pas ça qui se loue beaucoup. Hein. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que je baisse mon prix pour remplir? Et en même temps, les peu de fois que je l'ai fait, les clientèles que j'ai, comment dire, c'est pas les plus respectueuses. Mais on y vient. C'est ça. C'est que parfois, quand je dis effectivement, tu vas pas capter forcément la clientèle en fait que tu attends, c'est que tu vas avoir des gens qui vont dégrader la chambre ou alors qui vont vraiment la salir. Et le temps que tu vas passer pour tout remettre en état, voire pouvoir la revendre dans certaines situations, en fait, au final, tu aurais mieux fait de ne pas baisser ton tarif. Mais c'est ce que je suis en train de me dire. Et même, des fois, tu te prends des avis... Parce que ça te coûte plus, en fait. Exactement. Mais le problème, c'est que ça te rapporte quand même des capitaux, ou au moins tu peux rembourser. Donc c'est ça, mais tout ça, c'est la jauge. C'est jusqu'où, en fait, je peux me permettre d'aller, en fait, pour ne pas remettre en question, en fait,
pour quand même générer du chiffre d'affaires qui va me permettre quand même de payer mes charges. C'est Parce qu'on exactement en ça. est là. Mais voilà, pour pas me vendre non plus à perdre, pour pas dénigrer mon marché, mon produit. Et voilà. C'est exactement ça. Et tu rajoutes le dernier truc dans un Bordeaux, ça doit être la même chose, surtout dans un marché, très saisonnier. C'est que moi, les marges, je les fais l'été. Donc il faut que tu fasses de la trésor l'été pour que quand tu as des taux de remplissage plus faibles en hiver, tu aies la trésor pour, entre guillemets, tu as toujours ton prêt à rembourser. C'est Sauf ça. que là, moi, j'ai loupé l'été. J'ai pas de capitaux, c'est moi, rien que moi et des prêts bancaires. Hein, et donc là, du coup, tu es obligé quand même de remplir un peu pour être au moins à ton prêt. Ah, tu te mets un peu de pression. Hein. Ah oui, Tu te mets un peu de Ah pression. oui. Bah, surtout qu'en plus, moi, j'ai fait ça pour rigoler. Tu vois, mon métier, c'est agence de com. Mais là, tu vois vraiment ce qu'est le dur. Hein. Donc, c'est très rigolo, mais c'est très... mais après, c'est passionnant aussi. Hein. C'est voilà. Tu as l'impression de jouer un peu dans les Sims, là, tes jeux de gestion. Oui, mais des fois, c'est ça. Et puis, il faut que tu ailles tâtonner un petit peu le marché, Ouais. voir où est-ce qu'il est, jusqu'où tu peux aller. Voilà. C'est exactement ça. J'adore. Donc là, on le voit bien, hein, le monde est plus complexe. Toi, tu as fait de l'hôtellerie, entre guillemets, indépendante. On a des hôteliers là qui nous écoutent, etc. Qui s'en sort le mieux? C'est les économiques? C'est les indépendants? C'est ceux qui se font racheter par des grosses... C'est quoi un peu ce que tu vois, toi, sur le profil, sur le marché? C'est l'hôtel de luxe, enfin, voilà. Bah, c'est compliqué, en fait. Aujourd'hui, voilà, sur l'hôtellerie indépendante, ça reste compliqué parce que ce sont souvent, en fait, de petits établissements. Donc, on en revient toujours en dessous d'un certain seuil de nombre de chambres, nombre de clés, comme on dit dans le jargon. C'est vite compliqué parce que un hôtel, en fait, il est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, jours et nuits. Donc, en fonction, effectivement, de ton positionnement d'établissement, il te faut de la présence. Et ça, c'est compliqué. Il te faut refaire les chambres tous les jours. Donc, quand tu vois, en fait, sur les plannings, pour couvrir toutes ces amplitudes horaires, pour couvrir les remplacements de repos, de vacances. Donc, il te faut quand même du monde. Et il te faut presque autant de monde, finalement, pour un hôtel en fait, de 15 chambres que d'un hôtel de 30 chambres. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, plus ton établissement va être important, plus tu vas pouvoir lisser tes coûts fixes. Ta masse salariale. Ta masse salariale, tes coûts fixes. Oui, parce que ton réceptionniste, qu'il y en ait 15 ou 30 chambres, c'est le même. Quoi. Et aujourd'hui, les charges évoluant, mais effectivement, c'est pour ça aussi qu'on va vers de plus en plus de polyvalence, parce qu'il faut qu'on arrive à optimiser, et notamment sur les petits établissements, mais pas que. Et quand tu dis à partir d'un certain nombre de clés, de ce que tu vois, il y a, j'imagine plein de choses différentes, mais en deçà de quel nombre de chambres ça devient difficile? Tout dépend ce que tu as aussi. Tu vois, si tu n'as que des chambres, si tu as aussi de la restauration, si tu as aussi en fait un peu d'événementiel. C'est ça, parce que tout ça, en fait, ce sont des sources de revenus complémentaires avec des coûts fixes et variables différents. Donc voilà, tout va dépendre du modèle économique de l'établissement et de son emplacement. Et puis ce qu'il est capable de faire, il veut faire de l'événementiel mais il n'a pas de grande salle de réception. Voilà, c'est ça. Donc tout va dépendre de ton modèle économique. C'est super important. Et puis de ton emplacement. Ça reste un commerce. Là, avec une zone de chalandise qui doit être, voilà, quels sont les flux que tu vas avoir, qui vont traverser ton établissement, et puis tout ce que tu vas déployer aussi pour développer sa notoriété, sa visibilité, et puis aller chercher, c'est ce qu'on disait, on en revient tout à l'heure, tes clients pour qu'ils viennent à toi, en fait. Mais oui, mais c'est tellement. Là, aujourd'hui, tu as un petit hôtel à Bordeaux, une trentaine de chambres. Il faut que tu multiplies tes sources, un peu de restauration, d'événementiel. C'est ça. Ah ouais, ouais. Si tu as 30 chambres, il faut qu'elles soient un peu élevées ou c'est quoi le marché? Comment il est? J'en reviens, tu vois, ça dépend si ton petit hôtel, en fait, il est en plein centre-ville ou si, tu vois, par exemple, il est à Bordeaux-Lac ou s'il est à Euratlantique ou s'il est à Mérignac. En fonction des événements, en fait, et en fonction des périodes, c'est pas du tout de la même. Et c'est pour ça que, tu vois, on a ces problématiques justement au Club des hôteliers. Et on a créé justement un petit peu des référents de quartiers. On a découpé en fait la métropole en fait en 8 quartiers.
Chaque quartier, en fait, a un référent, un peu son maire de C'est quartier. marrant ça. Parce que, comme tu viens de dire, voilà, on a tous des problématiques différentes. Donc, on a une communication et des actions complètement communes, mais c'est important, en fait, d'aller chercher les problématiques des uns et des autres. Puisque tu vas avoir, en centre-ville, il va y avoir la propreté. En Mérignac, il va avoir effectivement l'accessibilité. La gare, tu es sur un quartier qui est en devenir, mais pas complètement devenu. La rive droite, ça va être autre chose. C'est quoi la rive droite, par exemple, la problématique? La rive droite, c'est qu'elle est en phase de se développer, mais elle commence à avancer. Ça Ouais, commence à parce que avancer là, aussi. d'avoir un hôtel, c'est moins touristique, en même temps, c'est peut-être un poil moins cher, donc mais ouais. Mais voilà, mais tu peux avoir des problématiques différentes et c'est super important en fait à un moment donné de connaître les problématiques de l'intérieur Mm. pour apporter des solutions. Parce que le but c'est d'essayer de trouver des solutions à chaque problématique. Et là, parmi peut-être comment dire, la vision que tu as, quel type d'hôtellerie aujourd'hui s'en sort le mieux? Les périphériques, ceux des gares qui attirent des voyageurs, les centres-villes un peu haut de gamme, est-ce que tu as des courants comme ça de ceux qui s'en sortiraient un peu mieux? Bon, là en ce moment, en fait, on va dire que 2025, c'est pas la meilleure des périodes. Bon. Voilà, sur la période en fait estivale, on va dire que l'hypercentre, tu vois, Ouais. s'en sort pas mal. Non, on est tous en fait un peu là en ce moment, voilà, dans les mêmes problématiques, effectivement, avec une offre hôtelière qui se densifie, surtout sur Bordeaux, et une clientèle en fait un petit peu plus importante, une fréquentation un peu plus importante, mais un flux qui n'est pas suffisamment important pour pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, nourrir en fait tout le monde. Alors, Après, il y en a vraiment qui sortent aussi leur épingle du jeu. Enfin, voilà, attention, faut pas, non, bien on n'est sûr. pas non plus sinistré, mais quand même, on est dans une période un peu préoccupante quand même. Et je vais peut-être pas me faire des copains en disant ce que je vais dire, mais tu vois, nous, on bosse beaucoup avec les offices de tourisme. Pour beaucoup d'entre eux, et c'est une bonne chose, ils nous parlent de durable, d'élargir sur les ailes de saison, etc. Super. On ne communique plus sur l'estival. Super. Puis moi, je me dis toujours, quand tu prends une décision, essaye de réfléchir à l'effet qu'elle aura dans 10 ans. On y arrive. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis, en fait, finalement, on a voulu arrêter de communiquer pendant la saison. Sauf qu'on a tellement eu la vibe, tout le monde des professionnels ont fait des projets à plusieurs millions d'euros, des hôtels, des restos. Puis en fait, 10 ans après, tu te rends compte que finalement, t'as 3% de plus l'été, mais tu as augmenté ton offre de 15%. Tu le sens, ça? Enfin, je vois ta tête, j'ai l'impression que oui, mais... Oui, on le ressent, et justement, avec les hôteliers, c'est ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Bon, on a une saisonnalité qui est quand même assez limitée sur Bordeaux, hein, on va pas se mentir. On a quand même 3 mois forts sur 12. C'est pas beaucoup, hein. Voilà, Ouais, ouais. sur 12, qui sont les mois de juin, septembre et octobre. Et encore cette année, c'était un peu compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, là, ce sont des mois, en fait. Pourquoi je dis qu'ils sont forts? Enfin, même juin, ça va jusqu'à mi-juillet. Parce que là, en fait, on a vraiment notre mix client, en fait, qui est présent sur le territoire. On va avoir de l'événementiel professionnel, on va avoir des séminaires, et on a la clientèle touristique qui est là. Donc là, on a juillet, tout août, t'as que le touristique. On a vraiment notre mix client qui est là. Et là, effectivement, on a normalement 3 beaux mois annoncés. C'est les 3 mois, enfin les 3 mois et demi, c'est les mois où il ne faut pas se louper. Tout le reste de l'année, effectivement, on va travailler, alors ça se répartit, hein, mais on va travailler soit sur le reste de l'année sur la clientèle en fait affaires, la clientèle corpo qui vient, un peu sur l'événementiel, sur la clientèle touristique, mais tout ça en fait est parsemé et plutôt linéaire et lissé sur l'année. Donc c'est pas mauvais, parce qu'on a quand même en fait, là sur 2025, on a une moyenne de taux d'occupation qui est de 70% en fait. Donc si on regarde que ça, en fait, on se dit, bon, c'est pas moche en soi. Voilà. Ce qui est par contre plus inquiétant, c'est qu'effectivement, le prix moyen baisse et le RevPAR, le revenu par chambre, a effectivement également un certain recul. 3 points de recul. Donc ça, par contre, c'est inquiétant. Oui, parce que là, c'est vraiment sur les marges et sur la rentabilité de l'établissement et qui fait qu'après, on peut être vite en difficulté. Donc, il ne faut pas se fier qu'au taux d'occupation. Il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui,
il faut qu'on continue à travailler, et on travaille beaucoup effectivement avec les institutions pour travailler de concert justement au rayonnement et à l'attractivité en fait de la destination et du territoire. On voit qu'en fait c'est quand même compliqué sur la région pour couvrir quand même les périodes de vacances scolaires. On va pas se mentir, les vacances de la Toussaint, les vacances de Pâques, enfin ça reste compliqué. Sur l'été, on a vraiment une clientèle de très court séjour en fait, qui est en réservation very last minute, voire last seconde, Donc qu'on s'en amuse dire. Donc on ne peut rien anticiper. Donc oui, il faut peut-être travailler à créer des événements en fait pour faire venir, tu vois, les gens sur le territoire, sur des moments clés en fait, là où en fait on a besoin de remplir, là où on a besoin de faire découvrir le territoire, pas forcément sur les périodes en fait de juin, septembre ou octobre où là en fait on a du monde au taquet et on va pas pouvoir en fait, les prix vont être chers et on va pas pouvoir optimiser, mais sur des périodes de basse saison, tu vois, enfin, t'as Lyon qui fait la fête des Lumières, c'était là il y a pas très longtemps, enfin aujourd'hui tout le monde connaît, t'as Menton avec la fête du citron, t'as Nice avec son carnaval, et je me dis Bordeaux, on est quand même la capitale en fait du vin. Aujourd'hui, avec une filière qui est en super difficulté, là je reprends ma casquette passionnée en fait de la destination et promotion de son territoire, voilà, avec une culture gastronomique, peut-être pourquoi pas en fait créer un événement majeur et phare sur la destination à une période où en fait qui est plus creuse, où on va faire redécouvrir en fait la destination, où on va être plus disponible et que ça deviendrait vraiment un événement en fait. Avec un rayonnement en fait national où les gens en fait vont venir, vont prendre de la nuitée sur une période où ça sera aussi accessible et assurer en fait de travailler sur la promotion en fait de ce territoire, et dans un moment en fait différent où on va peut-être être plus disponible et où on va faire découvrir en fait tout notre patrimoine, enfin, parce qu'on parle de Bordeaux, mais enfin, on est à Arcachon, on a Saint-Émilion, enfin, on a le Sud-Gironde, enfin, on a un territoire qui est quand même assez exceptionnel en fait. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que tu vois, donc nous on bosse beaucoup avec les offices de tourisme et qui nous disent fais-nous des campagnes pour faire remplir les hôtels en basse saison, mais on dit c'est pas juste une nuitée en fait. Si t'as rien à faire, tu ne vas pas venir gratuitement, et si t'as rien à faire avant ta nuit et après ta nuit, tu vas pas venir le week-end. Et c'est vrai que toute l'offre événementielle à Bordeaux, mais comme ailleurs, c'est pas. Oui, non mais voilà. Elle est concentrée au moment où les gens sont déjà là en fait. Oui, voilà, ou alors où tu vas capitaliser sur dire là on le fait à ce moment-là parce que là on va miser sur le beau temps. Bon, je sais qu'au jour d'aujourd'hui on peut avoir presque 30 degrés en fait mi-octobre, et puis 12 degrés au mois de juillet. Enfin, donc du coup c'est plus pour moi en fait un indicateur de réussite d'un événement, et combien on sait que le temps effectivement ça joue, mais en même temps tu es capable d'aller au marché de Noël à Strasbourg en fait où il fait super froid. Oui, c'est clair. Donc je veux dire, pourquoi tu viendrais pas à Bordeaux découvrir en fait toute la région, où je sais pas en fait tu crées, on en parlait l'autre jour, on s'amusait avec le club des hôteliers, enfin tu crées des chars dans Bordeaux autour du vin où chaque appellation vient défiler, enfin je pense que tu peux faire des choses. T'en as parlé à l'office de tourisme ? Pas encore, mais peut-être s'ils écoutent le podcast. Ils sont passés au micro en plus. Mais donc voilà, il y a des choses à faire. Mais là, en 2027, à Horizon 2027, on va accueillir l'événement de la Toad Ship. En fait, ça va être un gros événement sur Bordeaux. C'est c'est une compétition en fait de voiliers et de vieux gramins. À Bordeaux, donc sur 2027. La Garonne. Exactement. Ça va être et un donc gros événement. Sur des saisons qui vous intéressent ou pas forcément ? Bon, ça sera sur l'été, mais bon, là c'est prévu comme ça. Mais... Et tu disais, attends, juin, septembre, octobre, magnifique clientèle, mais pas forcément juillet-août pour vous ? Juillet-août, en fait, de mi-juillet jusqu'à mi-août, c'est quand même une période compliquée. En fonction des produits, il y en a qui vont très très bien marcher, mais on est sur une clientèle de vraiment très dernière minute. Voilà. Ouais, et qui achète aussi du prix. Ouais. Mais il nous la faut aussi. Je dis pas, attention, qu'il nous la faut pas, cette clientèle-là. C'est pas là où tu fais tes grosses marges. C'est pas là où tu fais tes grosses marges, ça c'est clair. C'est pas sur ces périodes que tu vas créer ta trésorerie.
Mais voilà, il nous faut aussi cette clientèle. Attention, de toute manière, on a besoin de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise clientèle. Mais par contre, il faut qu'on ait une clientèle diversifiée. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu as une clientèle en fait, d'entrée de gamme parce qu'il va acheter du prix, il faut que derrière, pour compenser, que tu aies une autre clientèle avec un autre pouvoir achat qui va permettre en fait, d'équilibrer et qui va permettre de consommer sur ton établissement et puis dans la ville. Parce que quand même, voilà, au jour d'aujourd'hui, en fait, l'hôtellerie, quand même, ça représente à peu près sur le territoire presque 3000 personnes. Okay. Mais tu as après tous les métiers dérivés. Si tu cumules tous les sous-traitants, tous les commerces, etc., tu peux multiplier... de toute façon, le tourisme, je crois que c'est quoi? C'est 10-12% du PIB en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est ça doit couvrir à peu près presque 25 000 personnes, en fait, tout le monde réuni. C'est pas anodin du tout. Hein. Donc c'est super important. Enfin, on est... quoi qu'on se dise, et attention, on est loin d'être une ville, en fait, avec un tourisme de masse. Enfin, il faut arrêter avec ça. Parce que, merci de le dire, parce que j'ai l'impression que c'est... Non, on est loin, en fait. Souvent, en fait, on a dit... Attention, on ne veut pas ressembler à Barcelone, on ne veut pas, en fait, être du tourisme de masse, mais on est loin d'être sur du tourisme de masse à Bordeaux. Et on est, en fait, une ville touristique. Comme on vient de le dire, effectivement, voilà, l'activité touristique sur le territoire, elle est importante. Donc, il faut, à un moment donné, le travailler. Faut nous orienter, effectivement, voilà, sur du tourisme, c'est notre métier. Il faut drainer, en fait, du flux pour que les gens viennent consommer, découvrir la diversité de notre terroir. Donc, tu crois que même... Tout cette envie de calmer un peu les choses sur drainer le flux, tu penses qu'on n'y est pas encore du tout? On devrait le faire encore plus? Ah oui, on en a besoin. On en a besoin. Et c'est ce que je te disais, au jour d'aujourd'hui, avec l'offre hôtelière qui se densifie, et il y a encore des hôtels en fait, prévus à ouvrir incessamment sous peu. Il y en a qui poussent un petit peu comme des champignons, hein, un petit peu partout. Donc, voilà, il faut qu'on continue à avoir une dynamique et une stratégie, effectivement, de pénétration de marché, en fait. Il faut aller capter de la clientèle, il faut la faire venir, mais il faut quand même une clientèle qualitative. Au même titre qu'aujourd'hui, il y a plein de lignes qui s'ouvrent, en fait, pour permettre aux locaux de pouvoir partir découvrir toute l'Europe. Il faut qu'on aille capter une clientèle entrante pour pouvoir consommer sur le territoire. Ça nous est vital, en fait. Au jour d'aujourd'hui, voilà, il faut que les restaurateurs ils aient du monde, ils puissent vivre. Il faut que les commerces, les boutiques puissent vivre. Il faut que les agences no touristiques, les wine tours puissent vivre aussi. Enfin, les offices de tourisme. Enfin, on a tous besoin sur le territoire, en fait, des uns des autres. Voilà. Et je pense qu'on s'est aussi un peu planté où on a voulu des clientèles. Tu sais, on a voulu développer. Enfin, je dis on. Ils ont voulu développer le tourisme de proximité. Alors, c'est super. Mais sauf qu'en fait, c'est pas ceux qui ont plus d'argent pour consommer. Il en faut, parce que je pense que tu vois, le tourisme de proximité, pour moi, c'est vraiment le métier premier, en fait, d'un office de tourisme. Évidemment. C'est, pour moi, de faire savoir et de faire découvrir à sa clientèle locale et de proximité, effectivement, son terroir. Pour qu'après, ils puissent le relier et on devienne aussi un ambassadeur. En revanche, effectivement, il ne faut pas capitaliser que sur ça. Il nous faut aussi du client, en fait, et du tourisme entrant. Voilà. Donc, les deux. Il y a un tourisme de proximité, mais il ne faut pas que ça. Il faut effectivement un marché, en fait, avec un tourisme qui va venir, effectivement, consommer sur le territoire et qui va venir d'un peu plus loin pour pouvoir prendre un appart-hôtel, pour pouvoir prendre une chambre d'hôtel. Voilà. Il y a ça, et puis dans celui qui vient loin... Un camping aussi, il y a le camping de plein air, enfin voilà, il y a quand même de nombreux acteurs, voilà. T'as raison, celui qui vient d'un peu plus loin et celui qui vient d'un endroit où il a un pouvoir d'achat plus élevé. Tu vois, là, on en a beaucoup qui nous disaient on arrête d'aller chercher les marchés lointains. D'accord, mais en fait, bon, ok, mais tu travailles pour ton terroir, mais tu travailles aussi pour les pros.
et les pros, ils ont besoin de remplir. Est-ce que tu préfères pas recevoir un Américain avec un budget de X plutôt qu'un Français qui vient de 2 heures et qui a un budget X divisé par 3? Parce qu'au final, il consommera rien. Donc... C'est pour ça que j'en reviens où il faut les deux. Ouais. Non, mais exactement. Il faut les deux. Mais on a oublié le premier. Voilà. Et parce que mine de rien, ton Américain, il va venir pour une semaine. Et ton client de proximité, il va rester soit la journée, ou voire peut-être une nuit. Bah, tu vois, maintenant... Donc, tu vois, voilà, t'as vraiment besoin des deux. Et maintenant que j'ai une micro-expérience dans les maisons de vacances, mais moi, l'été, j'ai donc Airbnb. Donc, c'est une maison qui est, tu vois, qui est pas dans Bordeaux, qui est dans l'entre-deux-mers. Une belle maison de vacances et tout. En fait, j'ai pas de public français. J'ai des étrangers qui viennent une semaine et qui vadrouillent partout. Mais moi, je préfère avoir, entre guillemets, un étranger qui accepte de payer le prix. Tu vois, c'est des maisons, elles sont pas excessives, mais c'est quand même un joli prix. Et qui reste une semaine et j'ai pas besoin de refaire le ménage tous les jours, plutôt que des gens qui viennent à la journée, qui me négocient tous les prix. Parce que j'ai ça maintenant. Mais de plus en plus. Je pensais pas qu'on pouvait négocier un prix d'une nuitée, tu vois. Mais si, et c'est pour ça que je te disais. Et c'est là aussi, parce que si tu vises que cette clientèle-là, c'est là où tu te retrouves à un moment donné à dégrader le marché, parce que tu vas en fait tirer ton prix vers le bas. Et à un moment donné, si tu n'as qu'une clientèle comme ça, à un moment donné, tu dégrades le marché et l'économie. Et ben, tu vois, je m'en suis aperçu. Pourtant, en théorie, je le dis à tout le monde, hein, mais là, je me suis dit, mais oui, là, j'ai les mains dans le cambouis. Mais tellement à faire un prix trop bas, tu fais du chiffre, mais tu fais pas de la belle qualité, quoi. C'est ça, ne pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité. Ah, oui. C'est la base. Mais il faut quand même un peu de chiffre pour espérer être rentable. Mais voilà, exactement. Exactement. Bah, tu vois, ça me permet de faire ma transition. C'est génial, hein, tu donnes plein d'enseignements, c'est hyper cool. Ok, on parle de prix. Donc moi, par exemple, je suis en train de me dire ça, bon, le prix, je ne veux pas attirer des clientèles de prix. Je suis sur Airbnb, mais je suis traîné par l'algorithme parce qu'il trie par prix. Bien sûr. Donc, et c'est le projet initial, travailler la marque. Et qu'entre guillemets, tu as envie de venir parce que tu as une belle expérience, c'est un peu plus cher. Bon, de toute façon, je ne passe pas par un OTA qui me met tous les prix. Donc le prix en devient secondaire. Donc là, toi, tu as ton club hôtelier, tu es présidente du club hôtelier. Moi, si je suis un hôtelier qui fait partie, qu'est-ce que tu me dirais si je devais un peu revoir ma marque, mon concept? C'est quoi les concepts qui marchent, les expériences qui marchent, les typologies de chambres? Alors, bien évidemment, tu vas me dire que ça va changer en fonction des endroits où je me situe, mais c'est quoi les grandes tendances de marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être dans la bonne vibes en termes de concept, d'expérience, de type de chambre? Ouais, faut être, je pense, un peu sur un concept caméléon, en fait. Hein. C'est... Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut arriver à capter... Alors, être dans les tendances du marché, mais on a bien perçu, en fait, et bien compris, en fait, que le marché évoluait très, très vite. C'est ça. Que les gens se lassaient, que les modèles économiques d'hier, c'était plus ceux de demain. Donc, les gens veulent quand même du service, veulent aussi être indépendants. On voit de plus en plus, en fait, dans les hôtels, des gens qui se font livrer Deliveroo. Ça, c'est un crève-cœur. Mais parce que les gens, voilà, ils veulent aller à la facilité, ils sont encore dans la recherche d'économie. Donc, il faut arriver, je pense, à avoir une proposition, en fait, de prestations qui soit relativement hybride, à mon sens. Tu vois, je regardais un reportage il y a quelques jours et je trouvais qu'ils étaient vraiment dans le vrai, à mon sens. Attention, je ne détiens pas toutes les clés, hein, loin de là. Je ne suis pas propriétaire. Ouais, mais tu as eu des belles expériences, donc tu as vu. Mais je me dis que, voilà, au jour d'aujourd'hui, un hôtel qui marche, c'est un hôtel qui doit s'adapter avec agilité, en fait, à son offre de service. En fait, pour pouvoir proposer des expériences, et on parle beaucoup de lieux de vie, parce que voilà, derrière ce monde où en fait très superficiel, en fait derrière les écrans, en fait, on a le distanciel, la visio, mais on voit bien qu'on a besoin en fait de contact à un moment donné. On a besoin de l'humain. À chaque fois, il revient, on le voit dans les équipes, etc. Donc, et puis même dans la vie de tous les jours. Enfin, à un moment donné, il n'y avait plus les réseaux, c'était terminé avec le Covid. Et puis, en fait, la prochaine chose qu'on s'est dit, en fait, on refait des rencontres réseau parce qu'on a besoin, en fait, de l'humain. Et donc, c'est vrai qu'un hôtel qui va pouvoir proposer, à un moment donné, dans son même établissement, un peu d'appart-hôtel, un peu de chambre, un peu de restauration,
mais en même temps une salle à manger, tu vois, où les gens vont pouvoir partager un repas, plutôt que leur Deliveroo, en fait, dans la chambre. Voilà, soit ils peuvent cuisiner en fait dans leur appart, ou soit en fait dans une salle commune, parce qu'à un moment donné, des fois c'est un peu glauque. Et puis ça, pour moi aussi, un, un commercial par exemple qui est toute la semaine à l'extérieur, bah, de pouvoir consommer un peu du restaurant sur place, puis à un moment donné, bah, se manger tout seul, c'est pas tout le temps rigolo de manger au restaurant tout seul, mais de manger en fait sur une façon table d'hôte en fait, et puis ça peut être une cuisine un peu à partager, enfin, tu vois, je pense et puis peut-être dedans un peu de résidentiel, où tu as des gens en fait qui vont avoir vraiment leur appartement en fait, où tu vas louer sur du séjour long, et puis qui vont pouvoir profiter des services en fait de l'hôtel, de la salle de sport. Non, je sais pas, je le sors de ma tête là. Non, mais c'est... Et je me dis, et j'ai vu il y a quelques jours un concept parisien en fait qui était un peu hybride en ce sens, et puis ça a tiré en fait dans mon esprit un peu ce fil-là. Et je me dis qu'à un moment donné, c'est ça, faut arriver, alors sans partir non plus dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, t'as plus de visibilité, tu te cannibalises tout seul. Mais arriver à structurer, voilà, dans un même espace, du service, de l'autonomie, tu vois, voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et donc pour ça, c'est quoi la taille d'établissement selon toi ? De toute manière, c'est sûr que il faut tu vois, là je le vois sur la dernière expérience que j'ai eue en fait, sur 80 chambres, 90 chambres, là tu commences à faire des choses, à pouvoir lisser. C'est un peu plus intéressant. En dessous de 44 chambres, c'est quand même compliqué pour les raisons que je te disais tout à l'heure, en fait, parce que... En dessous de 44, tu dis ? En dessous de 44, en fait, c'est compliqué. Pourquoi en fait, 44 Enfin, 44, en dessous de 50 chambres, tu vois. Ok. Parce que, en fait, pour toujours ces questions, en fait, de charges fixes, en fait. C'est-à-dire que, voilà, après, tu as des paliers, tu as des gaps. Effectivement, quoi, en dessous de 20 chambres, en fait, oui, il va falloir que tu fasses tout, en fait, ça donc c'est sûr. Donc, directeur, métier, serveur, voilà, tu vas donner un coup okay. de main au niveau des champs, parfois, etc. Mais c'est chouette aussi, hein. Tu mets tout. Oui. Mais c'est des paliers. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir, tu vois, d'une vingtaine de chambres, c'est ça. Après quarantaine de chambres, ça dépend encore, comme je te disais, si tu as de restauration, si tu n'as pas de restauration, si tu as de l'événementiel ou pas. Si tu as de l'événementiel aussi, il faut quelqu'un qui s'occupe de cet événementiel, qu'il faut qu'il réponde aussi dans les temps et qu'il soit super réactif aussi pour les devis. Tu vois, c'est à prendre en compte aussi. 44 chambres, tu commences à avoir effectivement une petite équipe. Tu peux avoir du recul, c'est-à-dire que tu peux aussi en fait te projeter. T'es dedans, t'es aussi les mains dans le cambouis, t'es dans le faire, mais dans le faire aussi. Moi, sur le psycho, c'était ça. Mes équipes, j'étais aussi dedans. Combien de chambres, psycho ? 44. Ah, ok. Ouais. Et psycho, pour moi, c'était un hôtel un peu coquin, avec les miroirs au plafond, non ? Rien à voir Alors, ça avait été conçu un peu comme ça. Ah, je me trompe pas. Je suis jamais allé, on m'a raconté. Il n'y avait plus plus un miroir. Non, il a été refait en 2015. Ah bon, c'est un client qui me racontait ça, bon, ok, je vais pas dire qui, il est passé au micro, mais bon, ok. Donc c'est ça, c'est effectivement, tu as des paliers, voilà, par rapport à tes charges et par rapport à l'offre de service que tu peux proposer. Mais c'est pareil, moi je te parle par exemple sur du niveau 4 étoiles. Si tu es sur du 3 ou sur du 2 de l'économique, tu as pas les mêmes exigences en termes de qualité de standard, donc c'est un peu différent en fait sur effectivement le nombre de personnes que tu vas avoir. Tu peux avoir aussi des chambres beaucoup plus petites. Donc, au niveau de la productivité, en fait, pour la remise à blanc de tes chambres ou pour les recouches, ça va beaucoup plus vite. Désolée, j'avais pas tout éteint. J'avais la première fois que j'entends cette sonnerie-là. Donc là, et donc toi, ton dernier établissement... Donc, Sico, 44 chambres, hôtel qui tournait... Alors, tu vois la thématique coquine, est-ce que au départ, c'était fait pour ça, mais ça marchait pas assez ? Parce que moi, j'ai l'impression que tous ces hôtels-là, un peu, qui ont des concepts
cartonne à un moment donné, après il faut renouveler le Mais c'est concept. mode, c'est comme enfin c'est mode, c'est ça, c'est t'as des tendances en fait et puis la mode se renouvelle. Alors après, tu reviens parce que si c'était si on avait gardé cette façon, cette déco à l'époque, ben aujourd'hui ça serait un hôtel vintage et peut-être que Et ça recartonnerait. ça Ouais. recartonnerait, tu sais. Pourtant les coquins ils sont toujours là, ça change pas ça, non? Je voulais faire une love room, on m'a dit de pas le faire, mais bon, non je pense que c'est saturé, bref. Donc, non, donc vous l'avez changé parce que le concept marchait plus trop? Non, c'est quand il a été racheté en 2013, voilà, il avait déjà une petite dizaine d'années, donc c'est ça aussi, l'hôtellerie, c'est un produit qu'il faut quand même, enfin il y a des frais en fait d'entretien qui sont relativement importants régulièrement, voilà, Faut le prévoir dans ton investissement, ça, Ouais, que c'est tous les ça. 10 ans, 5, 7, 8 ans, Ouais, il faut que ouais. tu refasses, puis c'est pas anodin les travaux. Hein. C'est ça, c'est pas anodin. Donc, du coup, il y a eu de gros travaux en fait de rénovation et donc de modernisation du concept en fait. Ok. Et là, tu disais donc ton expérience du côté rive droite? Non, Rive gauche. Rive gauche. Ouais. 80 chambres. Là, tu dis le terrain de jeu est plus important. Par contre, j'imagine que les contraintes sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Ah ben là, c'est différent aussi, puisque là, en fait, c'était dans un quartier en fait qui est en devenir, qui n'est pas complètement devenu le quartier Euratlantique. Donc voilà, un quartier avec un potentiel certain à terme. Mais là, c'est Mais à encore terme, un petit quoi, peu compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de travaux. Donc, Et tu penses que ça marchera ou même un hôtel de 80 chambres est plus complexe à remplir de toute façon tout dépend de ton positionnement et ton mix client. C'est toujours pareil. Voilà, c'est la clientèle en fait que tu vises et que tu vas aller chercher et que tu vas mettre dedans. Parce qu'il y a du il y a du flux, il y a une proximité en fait de la gare, donc c'est un positionnement qui est plutôt bien. Plutôt bon même. Tu es à proximité de la ville sans avoir les inconvénients en fait de l'hypercentre. La problématique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, pour atteindre le centre-ville, c'est encore un petit peu compliqué. Il y a encore des travaux, encore beaucoup de travaux même. Donc, Ok, ouais, donc il faut attendre encore 2-3 ans avant que ça oui, explose. c'est ça. Mais le quartier en fait peine à sortir de terre. C'est vrai qu'il y a 10 ans de retard. 10 ans de retard. Ouais. Normalement, Euratlantique devait être terminé avant que le bassin à flot soit presque construit. Donc, tu vois, voilà, il y a un petit décalage. Pourtant, j'ai l'impression que ça a commencé beaucoup plus tard que ça. Non, ça a commencé il y a un petit moment, mais bon, voilà, après, il y avait des problématiques voilà, qui m'ont pas et qui m'échappent, donc j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais en tous les cas, oui, c'est un quartier qui peine à sortir, qui a beaucoup de retard. Ça, pour les commerçants, les hôteliers, c'est dur. Hein. Ben, ça, c'est compliqué. J'avais rencontré à l'époque un commerçant à Bassin à Flot. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau quartier à Bordeaux. Et à l'époque, c'était pas encore sorti de terre. Il me dit, mais en fait, j'ai acheté un entrepôt. Parce que donc, le resto est encore là. Donc tu te dis, bon, il a survécu. Oui. Mais il me dit, pendant un an, j'ai tiré la langue parce que je devais avoir du monde, j'en ai pas. C'est des travaux partout. Ton club hôtelier, vous êtes entre 80 et 100, tu me disais? Oui, c'est ça. Exactement. C'est quoi l'espérance là pour les mois à venir, les années à venir? Comment tu vois le marché évoluer? Est-ce que ça va s'embellir à un moment donné? Oui, quand même. On l'espère, il faut. En tout cas, on fait tout pour. Ben oui, c'est quoi tu vois des frémissements arriver? C'est quoi les raisons d'espérer en ce moment? L'humain. Non, il faut croire en nous. Non, c'est aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a un peu tous les indicateurs orange, voire rouge, en fait, annoncé la CCI hier. Hein. Enfin, c'est vrai que le climat est un peu compliqué, mais bon, voilà, on va pas parler de la morosité économique ambiante, mais malgré tout, c'est ce que tu disais, le loisir. Enfin, les gens ont besoin quand même, malgré tout, de s'évader. Donc, ils ont besoin de se faire plaisir, de souffler. Donc, oui, on a encore de beaux jours devant nous, mais il faut les cultiver. Faut pas attendre qu'ils arrivent. Parce que si on attend qu'ils arrivent, ils peuvent ne jamais arriver. Voilà, il y a des destinations aujourd'hui. Marseille, regarde, met les moyens, en fait, pour attirer. Enfin, Qu'est-ce qu'ils font Marseille en particulier en ce moment, par exemple? Aujourd'hui, en fait, tu les vois partout, tu en entends parler partout. Ils jouent effectivement sur le côté aussi populaire. Ils en ont fait une marque. Et puis, effectivement, voilà, aujourd'hui, c'est un peu
c'est un peu tendance en fait d'organiser son séminaire, ses événements, d'aller se faire un week-end à Marseille, aller ou quelques jours si on veut respecter son empreinte carbone, on fait plus d'une nuit. Mais j'ai l'impression qu'avec la morosité, autant les empreintes carbone et tout, c'était un sujet. Alors, j'ai l'impression que maintenant, les gens se disent, mais laissez-moi souffler. C'est pas bien, hein. Mais j'ai l'impression que plus personne n'en parle. Si, ça reste, c'est important. Et puis là, quand même, dans l'hôtellerie, Je en parle des fait, clients. vraiment... Oui. Bah, disons qu'à un moment donné, c'est vrai que on a été dans une période où a vraiment culpabilisé tout le temps les gens de tout ce qu'ils faisaient, de tout ce qu'ils entreprenaient. Et puis malgré les efforts, on venait toujours pointer du doigt. Et quand les gens voient quand même ce qui se passe aussi à l'extérieur et même aussi en interne au niveau de la France, se disent mais à quoi bon en fait mes efforts moi, Mais malgré tout, je pense qu'il faut continuer à apporter sa pierre à l'édifice, à faire sa part et avancer Évidemment. tous ensemble. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres préoccupations font que voilà, c'est peut-être... on en parle un peu moins, mais tout le monde est toujours quand même très actif sur le sujet. C'est moins un argument premier, quoi. Exactement. Toi, toutes les petites boutiques de bio ont un peu du mal, parce qu'il faut mieux remplir le caddie que... la préoccupation est redevenue à un niveau plus basique, quoi. Non, mais tu as raison, tu vois, même nous, nous, agence de com, on est impacté par les baisses de budget, parce que c'est la com que tu enlèves. Hein. Et en même temps, tu te rends compte que, comment dire, et c'est ce que je fais moi pour l'agence, et ce que je leur dis, c'est que quand tout le monde plie le dos, nous on reste debout. C'est-à-dire que de toute façon, même si tout baisse de 15-20%, c'est toujours celui qui fera plus qui s'en sortira. Donc tu auras toujours besoin de communication, tu auras toujours besoin d'attirer. Par contre, à nous d'être beaucoup plus puissants et pragmatiques. C'est ça. Tu vois, un jour, Marie Bourgel, justement, tu vois, on en revient, m'a dit « Si tu dors, t'es mort ouais. ». Et tu vois, je l'ai gardé en tête. Parce que c'est complètement vrai. C'est-à-dire que oui, même dans la difficulté, faut essayer complètement de se réinventer. Alors, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, c'est sûr. Mais par contre, voilà, il faut occuper le terrain, il faut être sur le terrain, il faut être visible. Voilà, il faut être présent. Il faut être présent. Alors moi, c'est encore pire. Je dis, je dis ça pour les concurrents. Je dis, si on va à la même vitesse que tout le monde, c'est qu'on recule. C'est qu'en fait, il faut toujours avoir le degré d'avance. Sinon, tu te fais manger, mais... Tout le temps. Ah oui, et puis on est dans une société très concurrentielle. Ouais. Donc, mais c'est ça qui est bon. Mais en même temps, ça permet de se pousser dans ses retranchements, de ne pas rester dans sa zone de confort et essayer de faire preuve de créativité. Tu vois, je repense à un truc que j'avais fait, c'était notamment, alors sans parler toutes les expériences sur le domaine de Rabat, avec le lancement de la cabane de Rabat. Mais tu vois, sur le SICO, on a créé parce que je me disais, voilà, quand je suis arrivée, c'était pareil, c'était un diamant brut. Et puis, tout le monde le connaissait. Ouais. Tout le monde le connaissait de par sa façade iconique, en fait. Tu sais ce que ça veut dire, SICO ? Non. Iceberg. Bah oui, quand tu vois la façade, tu comprends. Ok. En langage inuit. Et donc, voilà, tout le monde passe devant, mais comme c'est un hôtel, en fait, sans restaurant ou sans bar, enfin, il n'y avait plus de bar, tu te dis si j'ai pas le besoin en fait d'aller à l'hôtel, je passe devant et je trace ma route, quoi. J'ai pas besoin de m'y arrêter. Donc je me suis dit pour redonner sa brillance, pour refaire parler de lui et pour inciter les gens à venir et m'inscrire en fait dans une démarche d'ouverture sur le quartier et d'intégrer en fait, de m'intégrer dans la vie de quartier. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire qui est en lien en fait avec le SICO. Le SICO, qu'est-ce qui fait qu'on parle de lui, c'est son côté architectural. Donc du coup avec un prix, en fait il a eu un prix de la culture, etc. Et donc là en fait on a créé la marque SICO-Culture. Et qu'est-ce que c'est que SICO-Culture ? En fait c'est une marque en fait culturelle qui permet en fait d'accueillir des expos. En alternant en fait des gens en fait des jeunes pousses, parce que moi j'avais pas les moyens en fait de faire venir des grands pontes en fait de l'art et la culture, mais en tous les cas je me suis dit sur le territoire en fait il y a plein de gens en fait qui sont des artistes voilà, qui n'ont pas les moyens en fait d'exposer et moi je vais leur prêter les murs du SICO. Excellent. Et comme ça va permettre de les mettre en avant, d'avoir un lieu d'exposition.
Et puis, moi, du coup, en fait, de créer en fait un intérêt aux gens pour rentrer dans le psycho. Et donc, on a lancé en octobre 2019 la marque Psychoculture, comme ça, avec Nicolas Clarisse, qui est un photographe super, avec lequel que j'avais découvert en fait justement au Saint James, tu vois, tu travailles le fil, que j'avais trouvé très talentueux avec un potentiel exceptionnel, et on avait fait l'exposition un peu de Rouge Pourtant, et ça allait mais magnifiquement bien en fait au psycho, ça s'intégrait, c'était très design, très beau et tout. Et le vernissage en fait, pour aller jusqu'au bout, en fait, je me suis dit, bon, si je fais venir en fait tout Bordeaux pour un vernissage classique, Pourquoi il viendrait Donc je dis, on va créer une expérience, et en fait, on va tirer le fil en fait jusqu'au bout. Et du coup, j'ai fait un vernissage. Je suis allée voir en fait ce sushi shop qui était juste en face en fait. Je dis, voilà, moi j'ai une exposition, c'est un peu de Rouge Pourtant, donc c'était avec effectivement une personne qui était maquillée en fait, une japonaise en fait, magnifique sur des fonds blancs avec des grosses pivoines. Je dis voilà l'exposition. Donc je voudrais effectivement un cocktail comme ça, capable de sushi de maki, et au lieu de faire une petite coupe de champagne en fait à l'arrivée, on a fait venir une maître de thé de Paris. Et à l'entrée, en fait, elle était habillée en fait en tenue traditionnelle, et elle offrait un petit gobelet en fait de thé chaud à l'arrivée. Donc ça, tu vois, ça cassait les codes. Et de suite, en fait, on créait une expérience. Et donc, voilà, on a créé Psychoculture, et du coup, ça permettait en fait de faire découvrir en fait le lieu à travers en fait un autre centre d'intérêt que celui de venir en fait séjourner. Ça permettrait aux gens en fait de se retrouver, de recréer du lien, et d'instaurer un rendez-vous en fait récurrent. Je ne suis pas en fait galerie d'art, et je voulais pas m'associer à cela, parce que c'est quand même aussi pas mal de travail. Déjà, c'est un métier. 2, organiser comme ça, aller chiner des artistes, mettre en place les expos, travailler toute la communication, mettre en place le vernissage, les décrochages, etc. C'est aussi, en plus du reste, un petit travail, voilà, mais génial, super. Et donc, comme ça, on faisait donc une expo par an. Et elle tenait en fait l'exposition en fait pendant 6 à 8 mois, tu vois, et on la sortait en fait pour la période estivale. Et en plus, ça te permettait en plus d'habiller tes murs, de faire d'habiller venir du monde. D'habiller les murs, de communiquer, de créer en fait un autre centre d'intérêt, de s'intégrer dans la vie de quartier, de faire venir les gens en fait, mais justement de pousser les portes en disant, tiens, on va voir l'expo, on rentre au psycho, dis donc. Et donc oui, voilà. Et tu sentais que ça avait un lien sur les ventes ? Alors non, ça n'avait pas un lien sur les réservations en fait d'hébergement, mais ça me permettait d'avoir un autre angle de communication. Évidemment. Tu vois, là, on est en train de monter des formations, etc. On avait fait l'année dernière la tournée générale. Le but, c'est pas que de remplir, c'est aussi de faire parler de nous. Mais c'est ça. Il faut profiter de cet événement-là aussi pour faire du business, mais c'est surtout un autre levier pour faire parler de nous au-delà de l'agence classique. C'est ça. Excellent. On a le temps pour parler du domaine de Rabat ou pas ? Là, c'est 1h43. Allez, 5 minutes domaine de Rabat, parce que pareil, Institution à Talence, qui j'ai appris qu'ils sont en train de fermer. Ça a fermé. Ouais, quel crève-cœur, mais c'est comme ça. Oh là là, mais bâtiments incroyables. Raconte un peu pareil en quelques minutes ce que tu as pu faire. Mais pareil, il y a eu une histoire de rencontre en fait à un moment donné sur un salon. Donc j'étais encore en fait en place au Saint James, et puis j'ai fait un salon avec un confrère qui m'a parlé de son établissement. Je suis allée le visiter parce que je m'en servais, j'utilisais beaucoup son établissement dans mon benchmark quand j'étais au Saint James. Et puis en découvrant donc son établissement au retour de salon, je découvre une petite plaquette du domaine de Rabat. Et puis je dis, mais tu connais le domaine de Rabat ? Enfin, c'était le pavillon du château Rabat à l'époque. Et il me dit, oui, ça fait partie de mon groupe. Je lui dis, ah bon, c'est drôle. Il me dit, tu connais ? Je dis, oui, je regarde ce qu'ils font, les petits packages Saint-Valentin, c'est super chouette, etc. Il me dit, tu sais que tu connais le propriétaire ? Je lui dis, non, pas du tout. Il me dit, mais tu veux que je te mette en relation avec lui ? Je lui dis,
bah, je sais pas, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, bah, tu sais qu'il n'y a plus de directrice là-bas. Et il se pose la question si en fait il le fait gérer en autonomie par les équipes sur site ou s'il remet une direction en place. Il me dit, mais par rapport à ton parcours, où tu as fait quand même bah, du coup, là, tu es sur de l'étoilé, sur un relais château dans l'établissement haut de gamme. Sur Pays-la-Tour, tu as fait de l'événementiel, puisque là-bas, ils font des mariages. Enfin, tu es vraiment un peu le mouton à 5 pattes. Je suis sûre que ça lui plairait. Je dis, écoute, ça mange pas de pain. Pourquoi pas, je peux le rencontrer. Donc, bon, je laisse un peu le temps passer. Et puis, on finit par prendre rendez-vous. Donc je vais à Rabat. Avant quand même d'aller à Rabat, j'y vais dîner le soir quand même pour découvrir le lieu. Et là, je découvre en fait un petit pavillon. C'est beau. Un écrin en fait. Un écrin en pleine ville. Quoi. C'était... Et je dis, purée, mais c'est un petit bijou en fait, ce truc. C'est pas du tout exploité. Le potentiel qu'il y a. Bon, se passe. On fait donc le rendez-vous. Donc moi, j'y vais de façon très naturelle et spontanée, toujours dans la curiosité, le partage et l'échange en fait d'expériences. Un rendez-vous de 10 minutes, presque comme là en fait, qui dure 3h30. qui dure 3 heures. Et là, pareil, en fait, complètement aligné. Et puis on finit l'entretien. Et le propriétaire me dit, écoutez Séverine, en fait, je ne savais pas ce que je voulais encore. Je sais qu'en fait, j'ai envie là de mettre en place une directrice. Ce challenge, il est pour vous, si vous le voulez. Par contre, je vous refuse de me donner votre décision maintenant. Vous réfléchissez et vous ne me contactez que dans 8 jours. Et donc là, moi, à cette époque-là, j'étais directrice commerciale marketing en fait au Saint-James et je me dis, c'est une opportunité en fait de dingue. En fait, on me propose un poste de direction. Parce que j'ai pas fait d'école hôtelière, etc. Je fais pas partie de groupe. Enfin, tout ça, en fait, c'est mon parcours, en fait, de façon autodidacte et mon apprentissage, en fait, par le terrain. Donc, inutile de te dire que dans la voiture, quand je suis rentrée dans la voiture, ma décision était prise. Je dis, je ne peux pas passer à côté. Je vais quand même attendre 8 jours par politesse. Je vais attendre 8 jours. J'ai attendu 8 jours et effectivement, j'ai accepté cette proposition-là. Et donc, j'ai annoncé effectivement mon départ au Saint-James. Et puis finalement, j'avais fait le tour. Donc, le timing était là. C'était le moment, en fait, de me lancer dans une nouvelle aventure. Et donc, quand je suis arrivée au pavillon de Rabat, j'ai trouvé une équipe qui était un petit peu complètement démobilisée, démotivée, un petit peu abandonnée, tu vois. Un chef talentueux, mais voilà, qui avait besoin d'un binôme, en fait, et d'une perceptive, d'un accompagnement. Il avait énormément de talent et d'ambition et de projets pour sa carrière. Un lieu un peu en berne, tu vois. Ouais, ça faisait la belle endormie, vraiment. C'était la belle endormie, tu vois. Encore un diamant brut, complètement éteint. Et là, donc, je m'attelle à la tâche. Donc, mon premier poste de direction, donc je m'imprègne de ce que j'avais pu apprendre de mes mentors, précédents, tu vois, et pour retransmettre ce que j'avais adoré, en fait, dans leur management, ce que j'avais appris, et puis y intégrer, en fait, ma patte, parce que là, ça faisait quand même un peu plus de 10 ans maintenant que je travaillais, que j'avais quand même managé des équipes, enfin, voilà, je n'étais pas complètement non plus novice aussi. Et donc là, je m'approprie le lieu, on monte vraiment en fait un projet. Je donne aux équipes vraiment une perspective en fait commune en fait sur le fait de redonner de la brillance à ce lieu et de faire ce projet, de le réaliser en fait ensemble. Et on a bossé comme des acharnés. Et on a réussi en fait à redévelopper la visibilité, à remonter en fait la notoriété, les notes d'irréputation de l'établissement, à refaire venir du monde, à ramener l'établissement à son équilibre financier, voire gagner de l'argent. Au bout d'un an, finalement, en un an, finalement, on avait rhabillé la mariée pour que l'établissement soit vendu au groupe Millésime.
Et qui ensuite... Voilà, donc du coup, j'ai été rachetée avec les meubles. C'est ça. Donc, j'ai accompagné aussi la transition parce que c'était pas évident, en fait, pour les équipes, en fait, de passer d'un propriétaire à un autre. C'est vendu quand même avec les murs. Donc voilà. C'était aussi mais une corde supplémentaire à mon arc, tu vois, de gérer cette gestion de crise aussi et de l'accompagner au mieux. Et puis de faire la culbute avec un autre propriétaire, avec d'autres projets. Donc des projets très ambitieux. Donc moi je suis restée en fait, j'ai continué à être directrice du domaine de Rabat. On a commencé à faire une première vague de travaux. Le premier challenge en fait a été de lancer un concept complètement fou qui était la cabane de Rabat. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première en fait, la version 1.0 de la cabane de Rabat. Et donc l'idée c'était de faire un restaurant éphémère avec une capacité d'assises de 250 personnes. L'objectif de Philippe Monin, son concept, c'était en fait de faire un jour un événement sur 4 jours. Donc une programmation en fait de dingue. En 3 mois, j'ai créé ce concept quand même avec mes équipes et une agence de communication en fait de Talence. C'était qui l'agence ? C'était Naïra. J'ai oublié son nom. Naïra, tu me pardonnes. Parce qu'elle a fermé depuis, elle est sur d'autres projets. Mince. Bon, je le ressortirai plus tard. Mais enfin bon. Donc, on a imaginé le concept, donné le nom, la cabane de Rabat, créé justement un logo, un slogan, une programmation avec d'autres partenaires aussi événementiels, où je m'étais dit, en fait, si on veut renouveler les clientèles, il faut que le vendredi soir, ça soit plutôt en fait pop rock, en fait, avec une clientèle CSP, mais 30-50 en fait, avec justement des groupes live qui viennent chanter. Donc ça le vendredi, samedi, jeudi, vendredi et le samedi. Et le dimanche, en fait, on était plutôt sur une programmation familiale. Okay. Les gens venaient avec des animations pour les enfants, etc. Donc, ça a été une année de fou, un projet dingue. Enfin, Philippe Monin m'a dit un jour, donc moi je garde des phrases de chacun, si tu travailles avec moi, enfin quand tu auras terminé de travailler avec moi, tu sauras tout faire. Et c'était pas complètement faux, parce que j'aurais jamais imaginé en fait que je serais capable de monter en si peu de temps un concept, d'en assurer son ouverture et son suivi pendant toute une saison. Et ça a cartonné ? Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Enfin, la soirée de lancement, c'était avec Michael Jones. Donc tout le monde dansait sur les tables. Enfin, je sais pas, les plus jeunes ne savent peut-être pas qui est Michael Jones. Mais tu sais que j'ai même un doute. On va la Mais mettre. Le groupe Goldman Jones. Attends, maintenant j'allais dire, on le mettra, tu sais, on le mettra en fond quand tu parleras. Et c'est vrai que ce lancement et cette première édition de la cabane, ça a été vraiment un véritable succès parce que c'était un concept innovant. Aujourd'hui, on en voit un peu partout des tentes berbères. À l'époque, c'était une première, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que Philippe, avec cette vision, et c'est un inventeur, qui a la folie aussi des grandeurs. Mais c'est vrai que c'est un visionnaire et c'est vrai qu'il m'a poussé dans mes retranchements pendant cette période pour monter ce concept. Parallèlement, je gérais toujours quand même la direction du domaine. En même temps, on avait ouvert 3 établissements que je gérais, donc, et tout cela en fait sur 5 ans de temps. Donc ça a été une expérience de dingue. Oui, effectivement, maintenant je sais tout faire. Et tu vois comment tu es au top et comment aujourd'hui, 10 ans après, tu vois, tu arrives à analyser le fil... parce que là, ils se ferment ou c'est en... Vitesse et précipitation. Ah ouais, tu penses ? Et par contre, on en revient aussi à quelque chose, c'est que dans le modèle économique, mais ça, il s'en est rendu compte par la suite, mais moi, je ne suis pas là en fait, pour critiquer ni dénigrer. Non, c'est juste pour comprendre comment parce qu'à chaque fois, j'ai toujours travaillé avec des gens, en fait, des propriétaires qui, à un moment donné, m'ont donné ma chance, m'ont fait confiance, et je travaillais avec eux, et peu après, la façon dont ça se termine ou pas, mais j'ai ce principe très respectueux des gens avec lesquels j'ai travaillé. Mais ça, il s'est rendu compte, et pour répondre à ta question,
c'est qu'en fait, il investissait sur des établissements très petits. Donc... De la maison d'hôtes, le domaine de Rabat. Donc, effectivement, il avait un concept fort où il voulait que ça soit l'incubateur. Que dans cet incubateur, en fait, il voulait partager toutes les expériences qu'on pouvait offrir à des clients sur de l'ambiance festive, de la restauration bistronomique, voire de brasserie, de la restauration plutôt conceptuelle, pas gastronomique, mais avec son concept fort sur justement de la viande, un restaurant que de viande maturée, un spa. Voilà, il voulait que ça soit vraiment un incubateur, et il y avait quand même sur le lieu, du coup, beaucoup d'offres de restauration, qui fait qu'on se perdait peut-être un petit peu, et très peu d'hébergement, puisqu'on avait sorti tout l'hébergement. Et on en revient à ce que je te disais au tout début. C'est ça qui assoit la rentabilité. C'est ça qui assoit à un moment donné la rentabilité. Et quand tu n'as plus d'hébergement, mais tu n'as que de la gestion en fait, de charges variables, avec beaucoup en fait, de masse salariale, et beaucoup de concepts. Donc tu dupliques en fait, et tu multiplies en fait, les centres de profit. Donc voilà. Et effectivement, un petit groupe avec un potentiel de fou, parce qu'il s'allait quand même à aller repérer les lieux, à les trouver. Et à chaque fois, c'était là aussi... il arrivait effectivement d'un diamant brut aussi à magnifier les lieux, à en faire de véritables lieux, mais c'était tellement magnifique que c'était peut-être des lieux pour avoir les moyens en fait de pouvoir y aller. Il aurait fallu cibler une clientèle très haut de gamme, à hauteur des investissements et de l'expérience qu'il proposait en fait dans ces maisons. Intéressant, donc expérience de dingue, mais pas les clientèles pour en fait, et trop petite échelle. C'est pour ça qu'après il a investi sur des établissements plus importants. C'est intéressant. Par la suite. Comme quoi tu peux même faire des choses extraordinaires, mais il te manque quelques degrés d'alignement et tout peut basculer. Ouais, incroyable. Ah, c'était bon. Puis c'est intéressant pour ceux qui le feront et qui... Ça peut garder warning. Exactement. Génial. J'ai envie de te poser encore plein de questions, mais ça fait 2 heures. Je vois qu'Inès me dit... Là, tout a coupé. Ah. Bon, c'est pas grave. Regarde, comme ça me permet... On coupe rien en plus dans ce qu'on dit, donc ça, on l'aura. On arrête là, parce que sinon, on pourra encore faire une heure. Je pourrais rester toute la journée. Il y a tellement, sur 20 ans d'anecdotes et d'expériences et d'enseignement. Franchement, tu as donné plein de trucs, donc c'est hyper cool. Je te remercie beaucoup. Mais je te remercie. Et puis, tu vois, finalement, on gagne une discussion tranquille. Les caméras, on les a oubliées. Un grand merci à toi. Merci à toi. Et à bientôt pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.